Bah, écoute, c'était pas mal. C'était vraiment pas mal. Franchement, bon, j'avais envie d'être dans cette maison, hein. Clairement, la maison est Pour tes incroyable. amis, les entités, paranormales. Amis, ennemis, je pense que là, il y a un peu tout qui se mélange, mais le concept était grave cool, hein, Massieu, franchement, le sang, le frère, la famille, on l'embrasse. C'était hyper, hyper cool. Il est incroyable, Ouais. je dois bien le reconnaître. Vous êtes toujours sur le Crunchyroll Festival qui se tient d'aujourd'hui, c'est le jour, départ jusqu'au 27 juin et on est ensemble pour parler de plein de choses et entre autres des licences que vous pouvez retrouver chez Crunchy ou chez Kazé et justement aujourd'hui, on va vous parler quand même pas mal du manga Promise Neverland. Regardez, oh! Incroyable, elle s'est Là, tu as vu changée, ma talent ninja. transformation là. Attendez, bon, C'est j'enlève un peu le micro. Voilà, vous m'entendez plus mais très, très, très joli. Maman sait ce qui est bon pour toi. Pour vous. pour vous. Voilà, c'est un petit peu le thème. On va parler de ça. Et on va évidemment aussi vous préciser quelques petits éléments, comme par exemple, on a vu qu'il y a pas mal de gens qui demandaient sur le chat s'il y aurait des rediffusions. Alors, a priori, ce ne sera pas le cas. Cependant, on retrouvera les meilleurs Les moments. meilleurs moments seront à retrouver sur les réseaux sociaux, sur toutes les bonnes plateformes de Crunchyroll et Kazé. Ne vous en faites pas. Voilà, si vous avez pu rater peut-être l'événement, c'est que vous êtes aveugle, hein, désolé. Mais parce qu'encore une fois, hein, on est sur Twitter, Twitch et YouTube Ouais. et essentiellement vraiment YouTube 100% du temps. 100% YouTube Voilà. dessus, ouais, effectivement. Et d'ailleurs, il y aura après des petits best-of des meilleurs moments le lendemain. C'est ça, c'est-à-dire Mais que si on s'est foiré sur des trucs aujourd'hui, on ce pourra sera demain en dans le best-of. profiter. Ouais, Deuxième et on fois. reviendra dessus. Hein. Voilà, pour le plaisir, demain, on pourra revoir tout ça. Donc il y aura des petits best-of tous les jours et ça, c'est sûr, on va les retrouver, je pense, après l'événement de toute façon sur les Effectivement. réseaux sociaux. Donc concernant Promise Neverland, on va faire une table ronde, dans quelques instants et oui, on nous parle dans l'oreillette, ça fait très, très L'oreillette, bizarre. non, attends. C'est un casque d'avion. J'ai l'impression que je fais atterrir des trucs et tout. C'est une dinguerie. Mais on n'a pas un petit jeu. Mais oui, concours justement, maintenant, c'est pour ça. vous On savez va vous proposer de gagner des petits cadeaux et des cadeaux hyper cool puisqu'il y aura quand même 2 mugs à remporter ainsi que 2 posters Promise Neverland. Oh oui. Donc du collector. Et pour ça, en fait, on va tout simplement vous poser une question. Ça se joue, je le rappelle, hein, pour le coup, sur YouTube. Il faut être sur le chat de YouTube. Donc si là pour tout de pouvoir suite, répondre. voilà, vous êtes sur Twitch, ouvrez vite l'onglet YouTube et vous lancez Crunchyroll, vous tomberez en fait sur le live YouTube et vous avez juste à répondre à la question dans le chat. Exactement. Alors, je remercie d'ailleurs, avant de vous poser la question, suspense incroyable, Abystyle, du coup, pour les dotations, hein, c'est chez Abystyle que vous pourrez retrouver, si vous n'avez pas les cadeaux, vous pourrez peut-être aller les acheter, les 2 posters et les 2 mugs. La question est, au tout début du manga, quel âge ont Emma, Ray et Norman? La réponse, du coup, sur le chat, vous la tapez et normalement, bah, vous serez tiré au sort à un moment donné. On vous préviendra quand le tirage au sort aura été effectué et bien évidemment, vous serez recontacté par la suite au moment de la fin du festival parce que vous comprenez bien que nous sommes actuellement tous très, très occupés. Hein. L'intégralité des staffs, des équipes sont au taquet pour l'événement, donc on ne pourra pas forcément s'en occuper maintenant. Donc voilà, le jeu concours, il commence maintenant et vous pouvez aller spammer effectivement, vous le faites très bien, hein, et spammer le chat avec la réponse qui vous semble être la bonne réponse. Je pense que j'ai vu la bonne réponse dans le chat. Je crois l'avoir aperçue, j'en suis pas sûre. Tu as un œil incroyable, Marie, puisque j'ai constaté la même chose. Incroyable. C'est phénoménal. Et nous allons maintenant pouvoir, avant d'entamer réellement la table ronde, on va pouvoir recevoir donc les gens hein, vraiment professionnels du milieu du manga. Oh oui. On va regarder les impressions de Otakult. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est quelqu'un que je suis sur les réseaux sociaux personnellement. Alors évidemment, il fait du YouTube, mais on le voit beaucoup sur Twitter, hein, c'est l'endroit où je le vois le plus. Il poste plein de classements sur le Shonen Jump, etc. Il est hyper pointu, donc si vous aimez l'univers du manga, je pense qu'il faut aller le découvrir. Et il va donc nous parler de ses feels concernant Promise Neverland. Salut à tous, c'est Otakult. Donc je tenais à vous parler de The Promised Neverland aujourd'hui car c'est tout simplement la fin d'une série qui m'a le plus marqué sur ces dernières années. Donc clairement, hein, c'est aussi en grande partie ce manga qui m'a poussé à proposer mon propre contenu sur internet. Donc c'est pour vous dire l'importance qu'il a à mes yeux. Et ça, je pense que c'est grandement dû à la gestion du suspense de l'auteur Kaiju Shirai, ou du moins le scénariste, qui finit toujours ses tomes au bon moment, avec notamment des cliffhangers qui donnent toujours du suspense, des mystères, il t'apporte des révélations qui te donnent envie de voir la suite parce que tu as envie de voir les conséquences qu'elles vont avoir sur les personnages, sur l'histoire. Et voilà, c'est vraiment fou à suivre.
Et ça apporte aussi beaucoup de mystères. Il y a toujours des mystères, de nouveaux mystères qui entrent en jeu, qui fait que bah, tu as toujours envie de découvrir certaines choses, tu as envie d'avoir des réponses, et c'est pour ça que cette aventure est incroyable. Donc, vraiment, c'est un manga que je recommande à tout le monde, surtout qu'il a un rythme assez soutenu, vraiment, du début à la fin, on s'ennuie pas, et la fin, elle est excellente. Donc voilà, lisez The Promised Neverland. Et nous sommes de retour après cette petite intervention de la part d'Otaculte. Bah, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a peut-être convaincu d'aller le découvrir. En tout cas, je suis partiellement de son avis. Je trouve que ce qu'il a dit, c'est vrai, mais il y a peut-être d'autres choses supplémentaires qu'on Mm. pourra apporter du coup grâce à cette table ronde où nous allons du coup être rejoints par différents intervenants. On les a déjà présentés globalement tout à l'heure dans l'introduction. Je vous disais donc tous les intervenants qui vont arriver là sur cette table ronde sur comment on fait un manga. Il y aura donc Quentin Pillot, éditeur, Pierre Valls, directeur éditorial, Valentin Paco, journaliste, Mickaël de la librairie du Renard Doré, Jérôme au marketing et enfin Clémence du design. Et je pense qu'avec tous ces gens-là, on Oh va oui. pouvoir du coup parler en long, en large et en travers Vraiment de de la A à thématique. Z, quoi. Je trouve ça encore une fois fabuleux d'avoir des gens qui vont pouvoir nous parler du fait qu'on peut acheter un titre, quand ensuite on va le transposer au marché français avec tel ou tel design, parce qu'encore une fois, la couverture française ne sera peut-être pas la même en fait dans un autre pays, C'est etc. Donc, toujours effectivement, c'est toujours retravaillé. Alors, j'ai pas, d'exemplaire de Promised Neverland en japonais, chez moi, mais on aurait pu comparer. c'est Du coup, vrai. voir à quel point mais peut-être, justement, on aura les assets. Ce serait sympa. Du coup, pour pouvoir constater effectivement le travail qui Mm. a été fait. Parce qu'en fait, mine de rien, un des trucs que j'ai appris assez récemment, c'est, par exemple, l'adaptation du logo. Ne serait-ce que le logo d'une Ouais. œuvre, bah, en fait, c'est tout un travail de recomposition, de restructuration pour également pouvoir maintenir finalement, toute l'essence même que vous inspire le titre, mais tout en l'intégrant également Mm. pour le public C'est pas français. évident, hein. Non, c'est C'est pas zéro évident. évident. Il y a justement Crunchyroll, pour le coup, qui avait proposé il y a quelque temps des vidéos un peu making-of où ils expliquaient comment ils avaient réadapté pour l'international différents logos. Par exemple, So I'm a Spider, So What, Ouais. qui est donc un des animés au Crunchyroll Originals, justement. Et ils montraient donc par rapport au titre japonais où c'était effectivement très tiré, un peu comme des Ouais. petites toiles d'araignée et tout, et comment ça Ah, avait été des restylisé et longues tout. pattes et tout, ouais. Ouais, c'était hyper cool. Ça, Donc c'est ça, marrant, c'est le ça. genre de truc, j'avoue, en vidéo, pour les titres comme ça et tout, c'est Puis même pour les titres, c'est difficile. Bon, parce que le titre japonais, c'est pas Promise Neverland. Bon, il y a peut-être des mots en commun, mais imagine transposer ça en full français. Quel titre t'aurais donné, toi? Si là, demain, tu décides du titre en français de Promise Neverland, c'est dur, hein? d'accord. Ouais, en fait, moi, en fait, Neverland, en français, tu dirais comment? Parce que La Promesse! Tu vois, c'est dur, hein, c'est dur. Et moi, j'imagine des gens autour d'une table. Alors, comment on va l'appeler ce truc? La promesse de demain? Le Ah! Tu vois? Oh! C'est un C'est peu mais c'est poétique. hyper poétique de Ou ouf, Marie, incroyable! Neverland, putain, c'est dur à traduire, hein, c'est dur. Franchement, Peut-être qu'on pourrait poser la question justement, effectivement, ils vont donc nous rejoindre là, ça y est, ils sont là, hein. exactement, normalement alors attendez, que je mette moi aussi, j'ai tout un système. Ils sont avec nous! Ils sont avec nous! C'est Bonsoir! incroyable! Bonsoir! Salut, Du coup, salut. nous sommes avec Quentin Pillot. Bonsoir Quentin, ça va bien? Ça va très bien. Et vous? Très, très bien. Puis on a également Clémence, qui est là. Coucou Clémence, ça va Salut, bien? Qui s'occupe du graphisme. Ouais, ça va et coucou! toi? Et vous? Ça va super bien. Oui. Non, mais ça fait plaisir de vous avoir. Alors, on a un petit retard du côté de Pierre, mais il va nous rejoindre, ne vous inquiétez pas. Pierre vient d'arriver, il s'installe, il est au make-up, vraiment. Tout se Il est passe au bien, il nous make-up. rejoint dans quelques... Il est là! Oh! Bonsoir, Pierre Merci Valls, beaucoup. directeur éditorial. Bonsoir. Bonsoir, merci de nous accueillir. Merci d'être là, merci d'être là. Moi, je prenais des questions dans le chat, donc je me mets sur le côté. Ça continue de spammer la bonne réponse peut-être, pour le concours. Effectivement. Après, il y a des réponses très surprenantes. Je ne comprends pas bien pourquoi, mais why not? Du coup, on va commencer à parler effectivement de comment est-ce que on arrive à mener finalement à apporter un manga depuis le Japon pour le public français. On va se servir un petit peu de ce que vous avez connu, vous avez vécu avec justement l'œuvre Promise Neverland. Et du coup, ma première question sera toute simple et évidente. Comment on fait pour acquérir les droits d'un manga? Comment est-ce que ça se passe? Est-ce qu'il y a un process spécifique entre la France et le Japon? Est-ce qu'il y a des conditions spéciales? Ah oui, en fait c'est évident, il y a les ayants droit et nous sommes les licensees, donc en fait il faut simplement demander on demande à Shueisha, en l'occurrence pour The Promised Neverland,
on se positionne pour acquérir le titre. Il faut savoir qu'en France, c'est un marché très compétitif et donc ça peut être très très difficile, voire extrêmement très très difficile d'acquérir ce genre de truc. Et donc, concernant les titres du Jump spécifiquement, c'est d'autant plus difficile ou c'est compliqué pour tout le monde? C'est compliqué pour tout le monde et c'est vrai comme le Jump et les titres Shueisha qui passent dans le Jump, ce sont des titres qui ont un gros potentiel, qui sont d'abord très très bien et qui ensuite qui ont un très gros potentiel commercial. Donc c'est extrêmement difficile. On se retrouve en compétition avec tous les autres éditeurs français. Effectivement. Du coup, par rapport à la ligne éditoriale, ça c'est un thème que j'ai vu apparaître. Le concept même de la ligne éditoriale pour expliquer au public, de quoi il s'agit dans une maison Alors, d'édition. la ligne éditoriale, on va dire que c'est un peu la ligne directrice qui va nous faire choisir un titre plutôt qu'un autre. Et cette ligne éditoriale, elle est établie par le directeur éditorial et puis par tous les éditeurs aussi, en concertation. Et on va définir un petit peu quel va être le style de manga que nous allons publier en majorité. Mais ça n'empêche pas du tout qu'on publie des mangas qui ne correspondent pas à cette ligne éditoriale générale. Et est-ce que Kazé France, pour le coup, a une ligne éditoriale qu'on peut expliquer? Oui, clairement, nous, notre ligne éditoriale, c'est d'aller vers des titres qui correspondent un petit peu à l'univers du Jump de Shueisha, puisque dès le début, on a été associé on est très proche de Shueisha. Et donc, c'est vraiment d'aller vers cette ligne éditoriale, donc du Jump, mais aussi, et de plus en plus, du Jump Plus, qui est en fait, on va dire, l'équivalent Jump, mais directement en ligne. Donc, c'est un petit peu les directions vers lesquelles on se dirige. Mais il y a aussi d'autres éditeurs avec lesquels nous travaillons, comme Shogakukan, comme Akusensha, etc. Je précise d'ailleurs, très rapidement que, concernant les titres du Jump, vous avez accueilli, récemment Mashal, voilà, qui a fait un super démarrage en Incroyable. France et vous avez annoncé pour le mois d'octobre également, Kaiju 8. Voilà, comme ça, les gens petit rappel, 2 très gros titres, qui, en tout cas pour Kaiju 8, je pense va cartonner. Mashal, c'est déjà le cas, hein, Mashal, Oh oui, on y est clairement. déjà. D'ailleurs, j'en profite, hein, vous pouvez arrêter de spam dans le chat. On a a priori déjà le gagnant. Donc, vous pouvez justement en profiter pour poser des questions, puisqu'on a des intervenants de qualité et vous avez certainement plein de choses à leur demander. Donc n'hésitez pas. Effectivement, on rappelle, hein, que, la personne qui a gagné, sera recontactée après le festival. C'est le suspense jusqu'au Ouais. bout. Ça y est, ils viennent de le préciser. Voilà, le gagnant ou la gagnante va être contacté sous peu. Eh ben, c'est parfait. Alors du coup, une fois qu'on a sélectionné un titre, une fois qu'on l'intègre du coup dans sa ligne éditoriale, dans son catalogue, c'est quoi l'étape d'après finalement? Ça, je vais laisser Quentin en parler plus précisément. Ouais, entendu, entendu. Alors, en effet, Pierre, il va s'occuper plutôt de choisir le titre, d'en obtenir les droits de publication sur le territoire français. Et nous, l'équipe éditoriale, on intervient à l'étape suivante. La première étape, concrètement, c'est que après que Pierre donc, ait signé un contrat, on reçoit du matériel. Ce qu'on appelle, nous, le matériel, c'est des fichiers numériques de l'œuvre, donc en l'occurrence, généralement du tome 1. Si on prend Promise Neverland, on avait reçu à l'époque des fichiers, alors, ceux pour qui ça parle, du InDesign, du Photoshop. Et donc d'un côté on reçoit les fichiers et d'un autre côté nous on sélectionne un traducteur. Ça c'est vraiment les 2 premières étapes qui sont menées de front. Donc on sélectionne un traducteur, en l'occurrence pour The Promised Neverland c'était Sylvain Chollet, c'est Sylvain Chollet. Oui. Donc traducteur assez connu dans le milieu, très expérimenté, qui a traduit vraiment beaucoup de titres chez nous, notamment Blue Exorcist, Black Clover, chez d'autres, One Piece, Attaque des Titans, enfin voilà, des titres majeur. Rien que ça. Ouais, le palmarès c'est assez. Enfin, faudrait le googliser dans Manga News, mais il a une liste de titres longue comme le bras. Donc vraiment un très bon traducteur avec qui nous on travaille depuis longtemps. Donc voilà, ça c'est les 2 premières étapes. On lance la traduction, donc concrètement le traducteur lui va partir de l'ouvrage japonais. En l'occurrence, Sylvain il vit au Japon, donc il va juste en librairie, il se procure un tome dès que ça sort et il attaque sa traduction. Et nous, en parallèle, on reçoit les fichiers numériques et on va commencer à les traiter et assez impatiemment attendre sa traduction à lui, qui est un peu la première étape qui va lancer
les suivantes. Donc, alors je sais pas, ouais, on voyait une image défiler là. Peut-être que si on revoit l'image d'avant, je peux vous expliquer en 2 mots Ouais. un Les peu notes comment ça à droite. fonctionne. Ouais, voilà, comment ça fonctionne un peu avec le traducteur. Donc, lui, il récupère son manga, donc son livre papier concrètement dans une librairie au Japon. Il le lit et il va l'annoter. C'est ce qu'on appelle dans le milieu un indexé. Et alors là, si vous regardez, vous avez des chiffres sur chaque page, donc qui vont de 1 à, enfin, de l'ordre croissant, et des lettres. Alors on voit pas forcément très bien, mais sur la page de droite, il va y avoir une petite onomatopée où il a mis une lettre A, et donc les onomatopées vont être lettrées A, B, C, D, et les textes en bulles numérotés de 1 à, bah, s'il y a 30 bulles, à 30 par exemple. Et donc il fait ça sur le manga papier, et à côté il a un fichier numérique, un Word ou n'importe quoi, un fichier texte où il va taper la traduction directement donc là c'est ce qu'on voit dans la partie de droite. Si on regarde la bulle 1 en japonais, elle correspondait à un humain, etc., quoi. Et ensuite, la personne qui... Alors ça, je veux bien qu'on cache cette image parce que c'est un petit jeu que j'avais prévu pour la suite, et du coup, Ah, ouais, ah, ça me spoil, ah. mais je me spoil moi-même. Mais bon, j'accélère. Mais du coup, en gros, le traducteur nous fournit un fichier numérique, et un graphiste, ce qu'on appelle un lettreur ou graphiste, va donc avoir d'un côté ces fichiers numériques qu'on a récupérés du Japon, de l'autre ce fichier Word dans lequel il y a toute la traduction, et cet élément papier qui est un indexé, et avec ça, il va faire ce qu'on appelle le lettrage. Donc il va remplacer dans chaque bulle la version française, et pour chaque onomatopée, il va sous-titrer, donc mettre en petit en français à côté. Majoritairement, c'est ça. Dans quelques cas, on remplace les onomatopées, notamment pour des mangas kids, pour enfants, Et j'ai et une nous question, fournir ensuite un lettrage. Ouais. est-ce que c'est, propre à Kazé ou est-ce que c'est globalement comme ça que ça fonctionne dans toutes les maisons d'édition? Sur l'onomatopée, le sous-titrage? C'est ça ta D question? Ou c'est Et sur même la méthode l'ensemble, globale? ouais, sur la méthode globale avec le concept, des annotations, avec des lettres, avec, des chiffres, l'intégralité en fait, c'est plus propre à vous ou, c'est un Sans peu trop utilisé par tout le monde? m'avancer, sans connaître toutes les méthodes, c'est à peu près comme ça que tout le monde fonctionne, hein. Tout le monde fonctionne avec une traduction sur un fichier Word, une indexation. Après, les modalités d'indexation, bah, nous, on a les nôtres, c'est ce système de lettres et de chiffres, mais peut-être que d'autres éditeurs ont d'autres systèmes. Mais en gros, le principe de je fournis un fichier Word, j'indexe une version papier, et ensuite un graphiste va lettrer chacune des bulles sous InDesign, ça, tout le monde fait ça. Enfin, s'il y en a qui font D'accord. autrement, d'ailleurs, je serais curieux de savoir. Enfin, ça nous intéresse. Non, non, Donc, Et j'ai tout le monde une fait petite comme ça. ah, toi tout le monde fait comme ça, très bien. Si ouais, toi, Clémence le dit, Clémence, moi t'as je la bossé. crois. Bah non, mais Clémence, elle sait parce qu'elle a bossé chez d'autres, du coup, et Pierre aussi a travaillé chez d'autres, du coup, Tu as été chez on- Tonkam, c'est ça Clémence ou, Moi, c'était j'étais chez ailleurs? Tonkam, ouais. Ouais, ouais. Chez Mais Tonkam, c'est il y a avant, très je longtemps. faisais. C'était il y a longtemps, mais au tout début de Kazé aussi, je faisais du lettrage. J'en fais plus maintenant, mais j'ai jamais vu d'autre manière de pouvoir, enfin, faire ça de manière facile, en fait. Sinon, ce serait trop compliqué. Oui, donc ça doit être une méthode effectivement assez répandue. J'ai une question qui est intéressante. Alors, je vais peut-être un peu la reformuler. Ouais. Vous choisissez un titre en général parce que vous savez qu'il va tout de suite plaire, parce qu'il a connu tout de suite un succès critique lors de sa sortie au Japon, ou des fois, bah, vous prenez le risque d'aller sur des séries qui peut-être n'ont pas du tout connu de succès, mais vous savez que ça va avoir un retentissement particulier en France. Quand vous êtes face à ce choix, qu'est-ce que vous privilégiez? Alors, je vais répondre. On est obligé de se positionner très très tôt. Par exemple, sur The Promised Neverland, on s'est positionné à la sortie du chapitre 2. Ah ouais. C'est-à-dire, on n'a pas vraiment le temps de savoir ce que ça va devenir, mais on a un peu d'expérience, on essaie d'avoir du feeling, et tout de suite, on s'est dit, bon, là, il n'y a aucun souci, ça c'est bien dès le chapitre 2. Voilà. Dès le chapitre 2. Waouh. Pour Keiju, ça a été à peu près pareil. Machel, on a dû attendre le chapitre, je sais pas, 5, 6. C'est-à-dire, on est obligé de se positionner avant même la sortie du volume 1. Ça, c'est pour les gros titres. Ensuite, il y a des titres où on peut attendre le volume 2 ou le volume 3. Mais comme en France, c'est un marché où il y a beaucoup d'éditeurs et de très bons éditeurs, on est obligé de se positionner extrêmement tôt. Et donc, c'est le risque, quoi. Et parfois, on se trompe, et parfois, on se plante. Et voilà, parfois, on paye beaucoup d'argent pour une série qui va s'arrêter au volume 2, au volume 3 ou au volume 4.
Donc Hmm. à chaque fois, c'est un petit pari que l'on fait. Mais on a quand même de l'expérience et du savoir-faire, donc on essaie de pas trop se tromper. J'allais dire des titres comme Mashal, Kaiju 8 ou Promise Neverland, a priori, bon, il y a des gens qui font bien leur travail hein, chez Kazé, clairement. Effectivement, mais du coup, je me pose une question par rapport effectivement à la durée. C'est une question d'ailleurs qui a peut-être popé un peu sur le chat. C'est entre le moment où on fait l'acquisition et le moment où du coup, bah, on peut commencer la promotion du titre, c'est-à-dire sans compter par exemple le fait qu'on a commencé à travailler dessus, commencer à traduire et tout. Entre les deux, il s'écoule parfois combien de mois ou d'années? Généralement, quand c'est un gros titre, c'est environ, à partir du moment où on a acquis le titre, on va le publier un an après. Et donc pour tous les lettreurs, les traducteurs, la conception graphique, et même après avec tout le travail marketing, ça implique donc d'aller extrêmement vite. Donc on est souvent, enfin c'est pas souvent, on est tout le temps assez tendu, quoi. Mais bon, on le fait quand même. En fait, nous, de l'extérieur, on est là en mode ça prend quand même du temps. Ouais, Au Japon, ils en sont déjà au tome 3, 4, alors qu'en ouais. fait, ça carbure de ouf en France, mais on s'en rend pas compte du tout. Ouais. Mais alors pas du tout, du tout, du tout. C'est incroyable. Pour revenir du coup un petit peu sur, finalement la manière où on va, remettre du français un peu dans les pages où tout est en japonais à la base. Donc par rapport à l'annotation, si j'ai bien, récupéré le terme tel, qu'il, se définit, ça prend combien de temps ça aussi? Je suis un peu curieuse. Est-ce que, par Combien de exemple, on t'a temps donné le le traducteur il met lettrage par pour... exemple? Alors le traducteur déjà, est-ce que vous avez une estimation du temps que ça lui prend pour un volume par exemple? Traduire un volume? euh, sur une, disons, une durée un peu moyenne, parce qu'il y a en fait, il y a des titres très bavards et d'autres beaucoup moins. Généralement, les shoujo, par exemple, sont un peu plus bavards que les shonen, mais on dit entre une semaine et 10 jours. On dit entre une semaine et 10 jours, les très très forts, ils tombent un manga par semaine, les traducteurs très rapides, mais je pense que la moyenne, c'est plutôt 10 voire 15 jours. Et ensuite, en lettrage, je dirais à peu près la même chose, quoi. Il faut une dizaine de jours ouvrés, donc disons 15 jours derrière pour le lettrage. Mais, euh, mais en effet, il y a beaucoup d'étapes qu'on n'imagine pas forcément, et en effet dont le lecteur n'a pas forcément conscience entre le moment où on acquiert les droits et le moment où le livre est en librairie. Donc il y a ces étapes de traduction, ces étapes de lettrage. Nous, il y a pas mal d'étapes de relecture. Ah oui, C'était forcément. l'exemple Moi, c'est le gros du travail, par exemple, pour un éditeur, c'est vraiment de relire, de vérifier que il manque pas une bulle, il manque pas un texte, il n'y a pas de texte inversé, il n'y a pas des coquilles qui se baladent. Je sais pas si on a le temps, mais j'avais fait un micro-jeu avec quelques coquilles qui étaient cachées dans Mais une carrément, page. on a totalement le temps, Quentin, il y a pas de souci, hein. C'est quoi le jeu Alors, est-ce que d'ailleurs? c'est ça? Ouais, c'était ça l'idée. Là, mais c'est vraiment le genre de choses qu'on peut rencontrer, quoi. Donc là, vous avez une double page. Moi, je vois pas le chat, du coup, bon, vous me direz si les gens y trouvent. Donc Ouais. là, il y a un certain nombre d'erreurs qui sont cachées entre guillemets dans la page, mais qui sont des choses que nous Ah! on peut rencontrer parce que le traducteur il va Hmm. vite, parce que le lecteur il va un peu vite. Alors je sais pas si là vous les animatrices vous en voyez, si J'en ai repéré une. Ouais, il y en a une qui se détache quand même. Ouais, il y a des Elle trucs est elle énormes, et il y a est elle des est trucs, il y évidente. en a pas, j'en ai mis pas mal, hein. Il y en a pas qu'une, hein. De souvenirs, j'en ai mis pas Après, mal, il faut que je c'est pas revoie. très grand. Mais Attendez, j'agrandis l'écran pour mieux voir. Alors, Mettez un grand on écran est chez vous. d'accord pour celle de droite. Capturer Voilà. cet intrus, bon, il y a carrément une faute d'orthographe, quoi. Bah, c'est ouais, ça, voilà. C'est ok, évident que ça ça, c'est c'est ouais. ça. Attends, est-ce qu'ils l'ont Ok. ah ouais, voilà, capturé, hein. Ils ont tous Ok, été ouais. capturés, le premier truc. Ça, on est Premier clairement truc. d'accord. Ok, ok, ça c'était la plus évidente, il y en a d'autres. Ah, je pense, page 30 dans le Ouais, coin à gauche, il y a pas de ponctuation. effectivement. Et puis même, Ouais, c'est au bien milieu vu. d'une phrase. Tu vois, c'est un peu bizarre, ça coupe un peu le. Ouais, tout à Ouais. fait. Ça, c'est par exemple, ça c'est une règle casée qui est pas la règle partout, mais nous on ponctue tout. Chaque texte doit avoir une Mmh. ponctuation. Il y a des maisons d'édition qui ne ponctuent pas, des maisons d'édition de manga en tout cas qui ponctuent pas. Donc C'est nous, vrai. là, typiquement, il aurait fallu que je rajoute une ponctuation ou que j'échange avec le traducteur pour savoir quelle était la ponctuation manquante. Il en Il y a reste des une ou deux. onomatopées. Ouais, il y a l'onomatopée SPAC. Onomatopée, pardon. Ouais. SPAC, j'imagine que ça n'a pas été traduit. J'aurais pas vu ça dans un manga français, ou alors je me trompe peut-être. Les SPAC. onomatopées, je maîtrise pas bien, donc SPAC,
c'est un bruit de, je sais pas, Attends, de c'est quoi porte qui se l'action? ferme, Regarde comment il se cogne. de gifs, Ça pourrait être un de SPAC, Je me- un SPAC, je sais pas. Et- Quentin. Ouais, mais Est-ce ça, que c'est vraiment. Alors, ça, là, on rentre dans le cœur des débats qu'on peut avoir au service édito où l'onomatopée, c'est hyper subjectif et il n'y a pas de Ouais, règles. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de ouais. dictionnaire de. Enfin, ils existent les dictionnaires des onomatopées, mais en fait, le manga, on utilise tellement plus que on en crée, on sort des canons et du coup, il faut juste se projeter dans la situation et faire exactement ce que vous étiez en train de faire, à savoir, je me mets dans la scène, là, je vois pas bien, mais si il se prend une baffe ou je Ouais. vois pas. De souvenir, je l'ai gardé. Là, on l'a laissé. C'est-à-dire qu'on a D'accord. vraiment laissé Blam, on a vraiment laissé Spack, qui est pas forcément le son qu'a voulu exactement l'auteur japonais. Alors, Moi, je cet parle pas, endroit je parle pas aussi, japonais. Je le vois Ouais, pas, le c'est cet quoi? endroit, bien vu. 7, Ouais, c'est au féminin alors que Ah ça oui, doit là, être j'avais masculin. pas vu. Et le 1, peut-être tout en haut à gauche, ouais, bien H-I-N, vu. moi j'aurais mis Ah H-E-I-N. oui, Bien effectivement. vu. H-E-I-N, Ouais. ouais, Et je crois totalement. que Ouais. vous avez on me l'a- tout. Je pouvais pas te laisser tout seul alors que je connais. Ouais. Alors que tu Donc, pas connais pas cet l'accent, endroit. voilà. Ouais, c'est tout, c'est tout. Alors que tu ne connais pas cet endroit, mais en fait, comme c'était oral, je crois que la négation, on l'avait fait sauter. Donc, je pense qu'il y a tout. Il me semble de souvenir que j'ai fait une inversion de bulle, mais je vois pas bien. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le personnage, quand vous regardez l'avant-dernière bulle, là où Rei fait Urg, en fait, c'est le Ouais. personnage de gauche qui aurait dû faire Urg, et c'est Rei qui Ah, l'engueule, entre guillemets, en disant abruti, il fallait rester avec Emma et Anna pour les protéger. Donc ça arrive ah oui, assez effectivement. fréquemment, c'est-à-dire que le lettreur, il fait des copier-coller, lui, à la chaîne, Ah, et ouais. il va inverser de bulles, et en fait, parfois, pris un peu dans le feu de l'action, même nous, à la première relecture, on le voit pas forcément, donc voilà. Ça fait partie des choses qu'on détecte, et ça Ah fait ouais, il faut partie du vraiment être travail de l'éditorial. attentif. Oh, c'est incroyable. C'est Ouais, hyper c'est pas de tendu la parce lecture que plaisir. C'est pas du tout non, de la ouais, lecture plaisir. tu mets Non, tes mais yeux super bioniques et tu vas à fond, Ah quoi. oui, oui, bah, c'est comme les testeurs de jeux vidéo, on voulait tous faire ça quand on était jeunes. Chercher les bugs dans les jeux vidéo, je vous jure, c'est pas le truc Ouais. le plus fun du monde. Vraiment pas. ce que dit pas Effectivement, Quentin aussi, pardon, ce que dit pas Quentin aussi, c'est que les éditeurs ont un travail de réécriture également. C'est-à-dire qu'ils travaillent avec le traducteur quand il y a à des moments de la traduction qui ne paraît pas bien huilé, on va dire, ou pas bien fluide, etc. Il y a un travail de réécriture clairement entre l'éditeur et et le traducteur. Et ça, pour moi, c'est une phase très très importante de l'éditorial. Hmm. Ouais, tout à fait. effectivement. C'est vrai que ça, la relecture un peu orthographique qu'on vient de faire là, elle arrive après une première lecture plus sur le sens, sur le naturel des dialogues, sur la transposition des noms en français. Enfin voilà, il y a différentes étapes et beaucoup d'allers-retours en effet avec le traducteur parce que nous, Ah. on vient réécrire un peu, réadapter certains textes, mais c'est lui qui reste le garant du sens de l'œuvre originale. Et j'ai une question justement par rapport aux noms. Quand vous devez retranscrire des noms, parce que je sais que pour d'autres œuvres, chez d'autres éditeurs, peut y avoir des points un peu sensibles, mais du coup, en l'occurrence avec Promise Neverland, est-ce que c'était des noms qui étaient évidents? Parce que j'imagine qu'ils devaient être en katakana, hein, dans le texte d'origine. Est-ce que vous aviez une espèce de bible, une espèce de bible donnée par les artistes qui ont créé Promise Neverland, ou vous saviez, Ça il y avait déjà arrive, des noms officiels? ça arrive, mais c'était pas le cas pour Promise Neverland. Du coup, de souvenirs, les noms étaient relativement simples à transposer parce qu'ils avaient des consonances anglophones pour la plupart ou européennes, mais sur un i au lieu d'un y, je sais plus, le Connie, on l'avait orthographié au début avec un y, peut-être ensuite ie, ce genre de choses. Il y a aussi des allers-retours et des échanges avec Shueisha, avec la maison d'édition qui fait ensuite le pivot avec l'auteur, et il arrive qu'on pose la question à l'auteur. C'est-à-dire vraiment, on a la sonorité, mais on n'a pas forcément l'orthographe que lui avait en tête, ou ouais, voilà, enfin, ce genre de cas de figure qui font que assez régulièrement on pose la question, ou le traducteur pose la question directement à l'auteur via la maison d'édition. Mais c'est un gros gros boulot, l'harmonisation des noms. En effet, les bibles, ce qu'on appelle les bibles, là, les index, Oui. sont très importants. Ça dépend des séries. Il y a des séries. Promise Neverland, c'est pas une série pour laquelle c'est compliqué. Si on imagine par exemple une série comme Yokai Watch, moi j'ai travaillé sur Yokai Watch, toute la bible des yokai, elle est énorme, elle est internationale parce qu'elle doit être la même dans le jeu vidéo, elle doit être la même dans le manga, elle doit être la même dans l'animé. Il faut que tous les persos s'appellent pareil, il faut que leurs évolutions ou enfin là en l'occurrence il n'y a pas d'évolution dans les yokai, mais
comment dire, les noms de lieux, les noms de personnages, les noms d'objets doivent être les mêmes sur toutes les licences. Et ça peut être un gros travail. Sur certaines grosses licences, ça peut être un gros travail. Alors, C'était relativement il y a simple une sur question. Promise Neverland, en l'occurrence. Il y a une très bonne question de Pierre-Olivier Le Breton qui demande s'il y a des bêta-testeurs pour les mangas, genre 100, 1000 lecteurs agréés qui lisent et font des retours peut-être sur des scripts pour de potentielles acquisitions futures. Alors ça, est-ce que Pierre va révéler ses sources? Ça, Ce qui, dans l'idée, est malin. Non, impossible. Non, je révèle pas mes sources. On a des personnes qui travaillent avec nous, alors de différentes façons. Personnes qui sont au Japon, des personnes qui ont des bonnes informations, etc. Mais oui, on travaille avec des gens qui nous, comment dire, qui nous apportent des informations et après c'est à nous à traiter ces informations de la meilleure façon qui soit pour faire les bons choix. Mais je peux pas les donner mes sources. Je travaille avec elles depuis des années, et je peux pas dire qui c'est. Normal. Mais ce qu'on peut révéler du moins, c'est que nous, on lit et on fait des retours à Pierre. C'est-à-dire que toutes les équipes, et même pas forcément les gens de l'éditorial. Enfin, Clémence, par exemple, ça t'arrive de lire, et on peut avoir des retours, je sais pas, des gens du marketing, des gens de la com, voilà, des lecteurs, des lectures croisées, des retours un peu autres, on en a en interne, quoi. Les externes, en effet, ils seront pas révélés, mais Quand on est éditeur, est-ce qu'il faut maîtriser le japonais ou est-ce que justement il y a des gens qui sont là pour faire des premières traductions pour pouvoir comprendre globalement une œuvre? Alors, ça fait partie du travail des informateurs, enfin, des personnes Ah, les avec qui on fameux, travaille. la Voilà. team secrète, les agents Et secrets. je reviens sur ce que disait Quentin. Oui, là, je parlais des informateurs ou des sources extérieures à la société, parce qu'effectivement, dans la société, tout le monde échange des informations, etc. Mais non, personnellement, je ne lis ni ne parle le japonais. Mais quand on a vraiment besoin d'informations particulières, je demande notamment aux traducteurs, quoi, qui peuvent faire des fiches de lecture ou des choses comme ça. Ah oui, le système de la fiche de lecture. C'est assez malin parce qu'il y a tellement de titres qui sortent au Japon que c'est vrai que ça doit être compliqué d'avoir les yeux partout, finalement. Ah ben oui, c'est un gros problème ça. Il y a tellement de titres qui sortent au Japon que c'est un peu comme chercher une aiguille dans une meule de foin, quoi. C'est extrêmement difficile. Et en voilà, plus, vous êtes beaucoup à la chercher, cette aiguille. Donc, il faut être rapide en c'est plus. ça. Oui. Moi, j'aurais Alors une question pour... Ouais, pardon. Allez-y. non, ce que je voulais dire, c'est que pour les gros titres, c'est assez évident. C'est-à-dire qu'un The Promised Neverland, bon, c'est à peu près, un Kaiju, on sait à peu près. Et après, c'est pour les titres un peu, on va dire, les B-titles qui peuvent se révéler être des gros hits. Après, c'est là où c'est plus compliqué. Effectivement. J'aurais une question du coup pour Clémence. Comment on se retrouve à adapter une charte graphique qui est à la base pensée pour le Japon? Est-ce que par exemple pour Promise Neverland, il y a eu beaucoup de réadaptations pour le marché français? Ou est-ce que tu as vraiment des consignes où tu dois suivre vraiment à la lettre une charte graphique, etc., qui est donnée par l'artiste à la base? Alors, il y a non, en fait, j'ai pas vraiment de charte graphique. De manière générale, de toute façon, on respecte le volume original. Ça arrive de temps en temps qu'on ne fasse pas exactement la même chose que le Japon, comme c'est arrivé sur Hell's Paradise, par exemple, Ouais. où on a complètement refondu le titre pour certaines raisons. Mais par contre, pour le coup, pour Promise Neverland, c'était, la jaquette en elle-même, elle était. Oui, alors je te vois en train de montrer le box. Je sais que tu l'as conçu. C'est toi qui l'as conçu, dis-le. Voilà. Oui, c'est moi qui l'ai conçu, mais je suis censée en parler après. Oui, c'est vrai. Mais par rapport au logo, le logo, oui, on allait parler un petit peu de tout ce qui est packaging par la suite, mais ça touche légèrement le même thème, hein, pour le coup, puisque quand tu réadaptes ça, forcément, Alors ça, c'est des créations originales pour le coup. Oui, tous mais les box intégrer. collectors, Mais quand tu dois intégrer le logo à l'image, etc., ça peut sembler simple comme ça, mais en fait, en vrai, il faut réfléchir à pas mal de choses. Et ne pas abîmer l'illustration, ne pas empiéter trop dessus.
Faut bien choisir l'illustration aussi. Bah, là, de Il y a souvenir, un- celle-ci, ça a été un peu un casse-tête, je m'en souviens, parce que tu l'avais positionnée en bas au début, je crois, Clémence. Ensuite, Ah, c'est on cool l'a ça. remontée. Ensuite, elle cachait un peu la tête d'un perso. Ah oui, on Ouais, peut peut-être discuter. Ouais, bah, enfin, le gros travail que tu as fait, il est au départ. En effet, quand on a reçu la jaquette japonaise Au du tout début, Tankobon ouais. 1, et, oui. euh, et voilà qu'on a vu ce logo, et du coup on s'est posé la question comment un titre long, The Promised Neverland, en fait c'est un titre assez long pour nous en nombre de lettres, quoi. C'est 3 mots, c'est pas mal de lettres, donc comment on agence tout ça. Euh, bah, je te laisse Alors, en parler, Clémence. Il y avait eu pas mal de tests à l'époque sur ça. oui, il y avait eu pas mal de tests parce que il y a une espèce de composition en triangle en fait dans le titre japonais. Alors, il y a eu plusieurs propositions où The était par-dessus Promise Neverland Ouais. dans différents types Ah de oui. police au tout début. Et on avait même gardé les petits traits, je me rappelle. Et ça fonctionnait pas parce que ça prenait trop de place et toutes les lettres étaient au même niveau. Donc, on a fait le choix de réduire le The qui était au final pas le terme le plus important en fait. Et mettre enfin, c'est Neverland pour moi qui était le plus important sur ce titre. Et donc dans Et Neverland, là, il y a le N qui est stylisé avec un espèce de petit dessin en bas, et il y a le D qui est plus grand et plus imposant Plus également à gras, la ouais. fin. Ouais. alors, pour le petit truc qui est au bout du N, en fait, ça vient de la VO, tout simplement. Ah ouais. On récupère des éléments de la VO pour les réutiliser quand c'est possible sur les lettres françaises. Il y a quelqu'un dans Ouais, le chat qui demande si vous avez essayé de traduire le titre en français. Est-ce que ça, c'était quelque chose qu'il fallait imaginer ou vous avez tout de suite dit non, c'est pas possible? bah, Ah. de souvenir, c'est des questions qu'on s'est posées en tout cas. Là, je pense que ça a été vite tranché, mais au début, on écarte rien, quoi. On brainstorm, on lance plein de possibilités, et je sais pas si tu te souviens, Pierre, à l'époque, si vraiment on a étudié l'option de le traduire, mais Oui, on l'a abordé et on l'a abandonné, mais à la seconde où on l'a abordé. C'est-à-dire, c'était. On a essayé avec Caro, c'est dur. Hein. Mais oui, on était là en mode la promesse D'un monde imaginaire perdu voilà. qui n'a jamais existé. ouais. Bah non, mais C'est compliqué. c'est le pays imaginaire, sinon, mais l'écho, c'est carrément. Ah oui, on sort du Ouais, je truc. crois que c'est. Ouais. C'était l'option, enfin c'était une référence pour nous Alice in Wonderland. Donc si on commence à traduire ça, enfin c'était impossible quoi. Et ça a duré, oui c'est ça, ça a dû durer. J'exagère quand je dis une seconde, mais c'est presque ça quoi. Et puis alors là, pour le graphisme, ça faisait beaucoup de mots à caler quand même hein, sur la couverture. Ça Et faisait- je voudrais dire, ouais. je voudrais dire quelque chose pour ajouter à ce que disait Clémence, c'est qu'en fait en japonais ils ont leur écriture est très graphique et la nôtre est très linéaire et bon, graphiquement, esthétiquement, pas terrible. Et il y a un énorme travail que fait Clémence, c'est justement d'essayer à la fois de retrouver l'idée que l'on a dans le graphisme japonais, essayer de le faire passer au mieux possible dans le logo. Effectivement, le petit truc sur le N, l'équilibre entre le N du début, le D de la fin, pour essayer de trouver une harmonie. Et ça, c'est quand même, c'est un gros boulot à chaque fois parce que adapter une écriture qui est tellement graphique comme l'écriture japonaise, c'est extrêmement difficile. Et bravo à Clémence. Ouais, c'est vrai que je me souviens que le brief était vraiment pas évident parce que le brief qu'on avait envoyé, c'était, on voulait du fantastique, mais pas trop. On voulait un peu de fantaisie, mais tout en conservant de l'élégance et de la Ah ouais. finesse. Enfin, ouais, c'était un brief un peu comme ça, Ah, moi, j'ai vu un très. sketch comme ça, mais c'était sur YouTube. C'est les trucs impossibles qu'on Ah ouais. demande aux graphistes. Ouais, c'est et un le peu graphiste, 99 francs. Ouais, c'est un peu ça. Ouais. C'est un peu ça. Essaye de rendre cette police un peu plus sexy. Bah, qu'est-ce que je lui fais? Je lui mets des petites étoiles et puis enfin bref. Non, Ah ouais. J'avoue que le brief est difficile. Là. c'est Faut que très ce soit tendu. drôle, mais pas trop. Faut pas qu'on se marre. Ok. Du coup, T'imagines? Ah, c'est pas évident. Du coup, Clémence, quand t'as ce genre de pitch, tu fais des propositions et tu te dis, on verra si ça passe? Ou Alors, ouais, combien de versions ont été proposées? Ça, j'aimerais bien savoir. sur Promise Neverland, en tout premier, il y a eu, je crois, 7 ou 8 logos qui ont été proposés.
Waouh! En vague 1. Mais là, en vague 1. Mais rappelle-toi, sur Promise Neverland, on est tombé assez vite d'accord, en fait. Oui, c'est vrai. C'est juste que après avoir choisi, donc la police a été choisie très rapidement. Après, ça a été la disposition qui a mis un peu plus de temps à se mettre en place. Hmm. Il y avait des idées d'ajouter des éléments. J'avais mis du morse entre Du les. morse? Oui, du morse. Bah, c'est un des Pour éléments rappeler un peu les Des petits points et des caractères. petits traits, donc du coup, c'est ça? Ouais. T'aurais mis ça? Ouais, moi je suis à donf sur le morse, sur The Promised Neverland. Je dirais un secret tout à l'heure. Je dirais un secret. Ah, OK. Et ouais, non, la police est assez. Je me rappelle, un des premiers logos, j'avais remplacé le i par une silhouette d'Emma. Exact. Ah! Ouais, c'est vrai. Mais À ça a été l'entendre, en refusé. tout cas, ça sonnait super stylé. Mais du coup, on saura C'est- pas. Je savais pas si je C'était pouvais les trop, mettre. c'était trop lourd graphiquement, mais l'idée était super bien. Mais je crois que c'était un peu, on avait ensuite épuré, c'est un logo qui a été pas mal épuré en fait, petit à Ouais, petit. j'avais Et, ouais. j'avais Les gens tout donné. demandent si on peut voir ces versions, mais je pense que c'est sous scellé, sous clé. On pourrait les retrouver. Là, Ah en ouais? live, ça va être Ah oui, compliqué. vous pourriez, En live. vous pourriez les retrouver, vous, mais là, Ah là, oui. du coup, c'est pas possible. Une prochaine fois. Ouais, une prochaine fois, quand on ira, voilà, chercher au fin fond, dans les caves, les dossiers fermés depuis longtemps, les projets, pas acceptés, pas validés, ça pourrait être intéressant. J'ai une Ouais. question parce que du coup, par rapport au logo, je suis très curieuse de ça. C'est un logo qui est donc totalement estampillé casé. Ça veut dire que, par exemple, pour la publication, à l'international en Angleterre, aux États-Unis, par exemple, bah, du coup, ils ont dû recréer, eux aussi, leur propre version du logo. C'est-à-dire que si on les regarde tous les deux côte à côte, bah, on a donc vraiment deux trucs différents. Ou est-ce qu'il y a quand même des similitudes, ne serait-ce que la police des lettres principales, par exemple? Alors, il y a une anecdote à ce sujet, c'est-à-dire que aux Oui. États-Unis, ils nous ont demandé s'ils pouvaient réutiliser notre logo. On leur a dit, mais oui, avec grand plaisir, mais on veut bien que vous participiez financièrement, même si c'est symbolique. Ah bah oui. Ils ont refusé, mais si vous prenez le logo français et le logo US, vous allez voir qu'ils se sont clairement inspirés de notre création. Donc voilà. Donc normalement, Incroyable. pour répondre Mais clairement à ta question, oui, c'est estampillé casé. C'est-à-dire que si quelqu'un veut le reprendre, il doit nous demander l'autorisation. On peut demander une rémunération ou pas, voilà. Mais c'est copyright casé France. Et il arrive sur certaines licences, je reprends l'exemple de Yokai Watch, il arrive que l'ayant droit, l'éditeur original, nous dise cette licence-là existe en jeu vidéo, ce que je disais tout à l'heure, existe en animé, etc. Et le logo, il est comme ça, typiquement celui de Yokai Watch, ou un Beyblade, et vous l'utilisez dans sa forme validée internationalement, chartée internationalement, et des fois on n'a pas de marge de manœuvre. Là, en l'occurrence, sur The Promised Neverland, on en avait, c'est le cas la plupart du temps, mais sur certaines grosses licences, il arrive qu'on nous dise le logo c'est celui-là, et après à nous de jouer un peu pour l'intégrer au mieux dans la création. Mais on n'est pas toujours complètement libre, en tout cas. effectivement, bah, là, j'ai l'impression qu'on a eu une révélation, Ouais. je suis sur mes fesses. Je Ouais, suis c'est vrai totalement qu'on sur mes pense fesses. pas à tout ça, quoi. Moi, j'avais une question qui est beaucoup plus large, peut-être qui va même au-delà du cadre de Promise Neverland, mais il est arrivé qu'on voit par exemple des mangas qui étaient plutôt catégorisés seinen, je donne un exemple, hein, au Japon, et qui arrivent chez nous dans un catalogue shonen. Quel choix est fait à la base? Qui décide de ça en fait? Et quelle est la décision derrière ça? Quelle est la réflexion derrière ça? Quentin, Ah, bah, j'allais clairement te. Vas-y, Bah, Quentin, allez! alors, Bah non, mais à la question qui décide de ça, c'est Pierre. La personne qui et Pierre décide avec qui? Il décide avec également le responsable commercial parce que il faut se poser la question de où est-ce que ça va être, comment ça va être positionné en librairie en France. C'est-à-dire que ça fait partie de la question de comment c'est amené au lecteur et comment le lecteur français va le percevoir. C'est souvent un vrai casse-tête chez nous. On n'est pas toujours d'accord nous-mêmes sur ce qu'on met où il y a des évidences. Globalement, tout ce qui est dans le weekly Shonen Jump, bah, c'est du shonen. Mais même
Même ça, un Chainsaw Man, par exemple, qu'on a publié Ah oui, récemment, on Ouais. pourrait se poser la question, est-ce que Chainsaw Man, c'est vraiment un shonen? Est-ce que nous, on avait à un moment une collection Shonen Up, qui était un peu de ce qu'on appelle Shonen Up Young oui, Seinen, donc où il y a Hell's Paradise, pour, il me semble, si je me trompe pas. Oui, c'est ça. ouais, J'ai, il y a Hell's Paradise, il y en a quelques ouais, autres, je ne sais c'est plus, Blue Shonen Up. Exorcist, par Je sais pas si on peut exemple. voir. Bon, on voit pas du tout, mais il y a marqué Shonen Up Ouais. effectivement, et je m'étais dit ah c'est du Donc on est shonen sur autrement. ouais, une sorte de jeune adulte, adolescent, qui a déjà pas mal lu de shonen et qui peut s'attaquer à quelque chose de plus sombre, de plus compliqué. Pour Chainsaw Man, peut-être de plus, délirant, Les, fou. les verts. Et- Ah bah mais oui. Pierre, je te laisse quand même répondre peut-être sur la discussion que tu as avec Jérôme Manceau, notre responsable commercial, sur le positionnement en librairie. Donc, moi, clairement, les collections, on est obligé de les définir. C'est une obligation commerciale, c'est-à-dire que dans les librairies, les libraires veulent qu'il y ait des catégories, etc. Personnellement, si je pouvais m'en passer, je m'en passerais. Mais bon, c'est comme ça. Et donc, à un moment donné, il faut faire des choix. Donc, la première démarche, c'est de se dire d'où vient dans quel magazine a été prépublié ce manga au Japon. Et on sait qu'au Japon, Shonen Jump, c'est les shonen, le Square, c'est plus seinen, etc. Donc, on part de cette base-là et ensuite, on l'adapte au marché français pour voir en fonction d'autres titres qui sont parus et qui pourraient ressembler à cette série-là ou qui pourraient s'apparenter à cette série-là, on fait des choix. Mais bon, comme tout choix et comme toute chose où on essaie de faire des petites boîtes dans lesquelles on essaie de faire entrer des choses, ça fonctionne jamais vraiment très bien. Donc c'est essentiellement par rapport aux ventes, enfin aux lieux de vente et, euh, et aux demandes de catégorisation à la fois du réseau de distribution et des libraires. Donc voilà, on fait une cote mal taillée pour que ça corresponde à la fois de l'origine d'où vient le manga et aussi ce qui est sur le marché français. D'accord, mais du coup, je pensais pas que l'implication du coup des libraires, on va dire, était aussi présente sur le fait de devoir catégoriser finalement les mangas, parce que catégoriser en shonen, shoujo, seinen, au tout début, à l'origine, à la base, c'est pas un truc à nous, c'est un truc emprunté effectivement au Japon. Et je trouvais la question du coup très intéressante, puisque c'est un débat encore actuel, hein. Il y a beaucoup de consommateurs, de lecteurs qui se demandent si il y a un intérêt encore aujourd'hui finalement à les maintenir, parce que c'est vrai que pour les lecteurs finalement qui comprennent pas du tout qu'il y a des catégories, ça veut rien dire. Pour les gens qui sont là depuis longtemps, ça veut dire quelque chose, mais après du coup on peut pinailler, non ce n'est pas du shonen, non c'est du seinen, ou etc. Donc finalement c'est vrai que je suis quelqu'un qui se pose énormément la question encore aujourd'hui, et je pensais pas que du coup même les libraires eux-mêmes pouvaient être dans l'équation. Je suis étonnée. Parce que les libraires ne connaissent pas forcément les mangas et pour eux c'est beaucoup plus facile de dire bon ben voilà ce manga est là et donc je vais le classer dans cette catégorie-là et après il peut conseiller aussi plus facilement les acheteurs. Donc c'est vraiment il y a vraiment ce côté-là qui est très important. Mais moi je suis complètement d'accord, hein. Si on pouvait supprimer tous ces trucs, c'est du manga, c'est voilà, et pour moi ce serait bien, quoi. Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup d'avoir été présent. On va passer sous peu à la deuxième partie de la table ronde, qui va être donc beaucoup plus axée sur tout ce qui se passe effectivement une fois qu'on a conçu d'un point de vue théorique le manga, donc tout ce qui va être effectivement le packaging. On va y venir puisque du coup Clémence va revenir pour nous parler de ça. On sera également avec Jérôme du marketing. On sera avec Valentin Paco, journaliste, parce que vous allez voir que ça implique énormément aussi les journalistes. Et évidemment, Mickaël qui va nous parler donc de son côté de libraire dans quelques petits instants. Emma, Ray et Norman vivaient dans un orphelinat de rêve. Mais un jour, ils découvrent l'horreur. Qui est réellement maman? The Promised Neverland, déjà disponible chez Kazemanga.
Nous sommes de retour, on est dans le Crunchyroll Festival, on vous rappelle que c'est jusqu'au 27 juin, on se retrouve tous les jours et en ce moment tous les soirs sur le channel YouTube de Crunchy et nous sommes actuellement en train de parler de Promise Neverland, une incroyable licence en manga chez Kazé et on va découvrir maintenant un petit peu comment ça se passe d'un point de vue marketing, d'un point de vue packaging également, tous ces petits objets magnifiquement designés comme cela avec, on va pouvoir refaire un deuxième unboxing si les gens nous rejoignent. On va vous remontrer un petit peu tout ce qui a été prévu à l'intérieur. Moi, je suis hyper curieuse de savoir comment, genre, les goods, ils sont fabriqués également, comment ils sont pensés. Et est-ce qu'il y a une étude de marché? Est-ce qu'on se dit un mug va plus marcher qu'un autocollant? Enfin, tu vois, ce genre de choses. Exactement, ce genre de choses. Donc, on retrouve nos invités. Je pense qu'on va les retrouver maintenant. Est-ce qu'ils sont avec nous? Oui, ils sont tous là. Nous retrouvons donc notre chère Clémence qui était déjà avec nous tout à l'heure. Magnifique. Nous sommes avec Jérôme. Bonsoir Jérôme. Coucou. Ah, on n'entend pas Jérôme, mais peut-être qu'on va l'entendre dans quelques instants. Et on a également alors Valentin Paco qui est avec nous, journaliste au Figaro. Coucou Valentin. Ça va? On l'entend pas non plus. On l'entend pas non plus. J'entends la régie pour ma part. Très bien. Et nous avons également... Ah oui, là j'ai du son. J'avais pas du son tout à l'heure, mais là je l'ai. Ça fait plaisir. Et nous avons Michael de la librairie Le Renard Doré. Bonsoir Michael. Bonsoir. Mais j'espère que vous allez tous bien. On a parlé tout à l'heure déjà donc de l'étape du logo, qui était une des étapes évidemment les plus importantes quand on amène une nouvelle licence dans un pays où on n'écrit pas pareil. Il faut tout réadapter fatalement. Et on a donc déjà eu des explications sur comment a été réadapté donc le logo de Promise Neverland. Moi, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu maintenant du packaging, parce que du coup, alors mes mangas TPN sont de l'autre côté, mais il y en a un ici, puisque c'est le tome 20. J'y ai pensé. Hein. Il y a des gens qui demandent si le tome 20 est en librairie. J'ai envie de te dire que oui. Depuis le 5 juin, les enfants. Enfin, il me semble, c'est début juin. Depuis le début juin, courez chez votre libraire spécialisé. D'ailleurs, nous avons ici un libraire sous la main. Il lui en reste peut-être... Est-ce qu'il reste des Promise Neverland édition limitée? Non, mais des comme ça, oui. En fait, oui, c'est ce que je me dis depuis que tu le montres. Tu donnes envie à tout le monde alors que le coffret est épuisé depuis je ne sais pas combien de semaines. Mais le tome 20 en normal, vous pouvez le retrouver tout de suite. Je vais quand même l'utiliser pour parler des goods. Je n'ai malheureusement pas le choix. Mais alors, effectivement, pour parler ne serait-ce que de la composition de la cover, parce que ça, on n'a pas parlé trop en détail, mais alors, nous sommes un des rares pays, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, je crois, dans le monde, qui permettent d'avoir, comme au Japon, une jaquette et du coup, le manga, l'objet à l'intérieur. Il y a beaucoup de pays encore qui mettent tout d'un bloc, comme un gros livre, en fait, hein, tout simplement. Mais nous, on suit le Japon et ça, c'est hyper cool hein, quand on est fan et otaku comme moi. Par rapport à la conception de la jaquette, du coup, je vais m'adresser plutôt à Clémence pour l'instant. Est-ce que du coup, tu dois réadapter les choses? Comment est-ce que tu as le produit au Japon? J'ai cru que c'était assez similaire hein, dans l'ensemble. Tu as les petits mots des créateurs, là, des artistes. Tu as forcément le côté. D'ailleurs, un petit cours. Hein. Ici, là, cette partie qui a été tranchée, c'est la tranche. Hein. Si jamais il y a des gens, on sait jamais. Il y a beaucoup de gens qui se trompent tout le temps, qui appellent le côté la tranche, alors qu'en fait, la tranche, c'est la partie tranchée. Voilà, c'est plein d'amis qui travaillent dans le monde du manga et j'en apprends moi aussi des choses. Je partage mon savoir. Donc, explique-nous. Tu peux faire tout à ma place alors? Non, c'est la seule chose que je sais. On appelle ça le dos, l'autre côté. Ah, le dos, voilà. Le dos. Ouais. Ah, très bien. Donc, sur la composition des jaquettes, bah écoute, là pour le coup, c'est un exemple assez... on a tout reproduit quasiment à l'identique, sauf que le plus dur, c'est qu'en fait, c'est quand il y a des textes à l'horizontale. À la verticale, oui. pardon. Comme ça, oui, évidemment. Et des fois, les logos changent de place aussi, comme ça a été le cas sur Promise Neverland. C'est dommage, j'ai pas la VO du tome 20. Mais jusqu'à présent, tous les titres étaient en haut. Et pour les 2 derniers tomes, tout à coup, ils ont été mis à la verticale sur le côté. Ah oui, le tome 19, je crois que... Attends, je me lève. J'ai le tome 19, je vais pouvoir le montrer, puisque là, on l'a pas. Attends. J'ai le 19, là. Mais pendant ce temps, je vous fais une musique d'ascenseur, si vous voulez. 18. Paf, tome 18. Tac. Voilà, donc là, à la base, le logo, il était à la place du sticker. Effectivement, là en bas, ouais.
Et donc, du coup, ça nous fait perdre un peu d'image en bas, mais on n'a pas trop le choix pour le coup sur la position du logo. Et donc là, effectivement, c'est une décision à prendre avec l'éditorial. Voilà. Ah, d'accord. Ce n'est pas une décision pleinement 100% de toi. Non, Faut réfléchir à plusieurs. on est, oui, de toute façon, que ce soit pendant toute la production d'une série, je ne suis jamais toute seule pour produire des jaquettes. J'ai toujours une team éditoriale derrière moi pour faire en sorte que tout soit parfait. Effectivement. Alors du coup, par rapport à la jaquette, en tout cas, on a bien compris. Tu nous disais qu'aujourd'hui, tu faisais plus de lettrage, mais tu te consacrais du coup aux autres choses qu'on peut faire sur un manga. Donc, j'ai pensé à la jaquette. Est-ce qu'il y a des choses auxquelles j'ai pas pensé? Alors, Oui. maintenant, moi, principalement, je fais effectivement la production de toutes les jaquettes. Je fais tous les produits dérivés, tous les produits marketing, que ce soit les trucs qui sont installés dans les librairies, les PLV, ces espèces de PLV. Voilà. J'ai fait les artbooks aussi. Je fais les box collector. Oui, donc ça, c'est toi, voilà. Cette box, c'est toi qui l'as designé. Oui, entièrement. Et aussi, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les marque-pages. Oui, les Est-ce que marque-pages. tous les marque-pages casés, c'est des petits marque-pages en métal comme ça qui Non, sont absolument supervisés? pas. Non, d'accord. C'est en propre à celui-là. Sur Promise Neverland, en fait, au début, on avait fait des petits marque-pages comme ça. Ah. Il y en avait 6, je crois. Et donc, je t'avais dit tout à l'heure que j'allais faire. En fait, j'ai fait un espèce de Easter egg sur Promise Neverland. Au dos, tu vois qu'il y a la chouette, avec des petits points et des petits traits autour. Ah, c'est du morse. Ah, t'as fait un code? C'est que ils existent dans le livre, hein. Je les ai pas inventés. Oui, tu les as pas créés, mais du coup, tu as réutilisé. Ils sont différents sur chaque marque-page et t'en as qui sont aussi dans les box collector, sur les calendriers aussi. C'est incroyable. Ça, t'as jamais remarqué. Et en fait, j'ai bien compris. C'est super compliqué. Attends, si jamais il faut récupérer, on peut pas tous les avoir ou c'est possible de tous les avoir? Internet, Caro. Ah oh, Google. J'y avais pas pensé. Moi, je suis déjà dans ma tête en train de taper. Alors, Morse, Promise Neverland, tu vois. Parce que du coup, effectivement, c'est un jeu de piste qui existe déjà dans le manga. Du coup, j'ai trouvé ça super malin. Il aurait fallu marketer ça. C'est dommage. Du coup, pourquoi on aurait pu mettre ça en avant? Non, Jérôme? Ça aurait pu être amusant. Ah, Jérôme, on t'entend pas? Alors, le chat t'entend peut-être, mais nous, on t'entend. Ah, ça y est. Ah non, pas de son. Ah, mince alors. On peut dire tout ce qu'on veut sur le marketing, c'est le moment. Ah, alors Jérôme, pour l'instant, on va te laisser avec la régie, pour débrancher, rebrancher ton micro. Effectivement. Je pense qu'il y a un petit bug. Mais du coup, on va. Est-ce que vous m'entendez? Ah, ça y est. Oh, on disait tout ça le y est. bien du monde sur le marketing. mais lui, il nous entendait. Non, mais moi, j'entendais. Est-ce que c'est vrai? donc, Oui, donc. Oui. je disais, pour répondre à ta question, c'est vrai que sur The Promised Neverland, on a fait tellement de choses. C'était tellement complet en termes de campagne marketing. C'était notre première grosse campagne marketing et c'était notre titre le plus important à ce moment-là. Donc c'est vrai que effectivement, on aurait pu faire plus, mais après je pense que là, Clémence m'aurait dit non mais ce n'est pas possible, Jérôme. Il faut s'arrêter maintenant. Parce qu'on fait aussi toutes les campagnes SNS, donc ça fait énormément de travail à côté. Donc oui, effectivement, j'aurais peut-être dit non, on va le garder pour nous, en fait. Mais du coup, je trouvais ça super original, en tout cas, le petit jeu de piste, mais peut-être un peu compliqué de le maintenir sur plusieurs volumes comme ça, sur plusieurs années, du coup. Parce que donc, Promise Neverland, ça a commencé, d'ailleurs, vous peut-être me rappeler la bonne année, 2016, 2017? J'ai un doute. 2018 en France. Ah, carrément, d'accord. Ouais. J'étais loin. Non, mais je me semblait que mon enfant était 2016 pas si au Japon, je crois. Mais c'est 2016 au Japon. Ok, non, mais c'est moi qui m'en... Moi, j'étais totalement enceinte. Hein. Je lisais ça, j'étais en mode, je vais accoucher. Je suis stressée, là. Je suis trop stressée. C'est fou parce que j'ai l'impression que Promise Neverland, ça fait partie de ma vie depuis super longtemps. Parce que
hyper intégré ces dernières années dans le paysage, quoi. C'est un titre qui a vraiment marqué son arrivée. Totalement, mais du coup, moi, tu sais, quand j'ai lu le tome 20, qui est sorti, donc on vous le rappelle, au début du mois de juin, moi, j'étais un peu en mode, tout ce chemin parcouru, tant d'années ensemble, non. En fait, quand même, ça fait 3 ans. 3 ans. Ouais, 3 ans. mais 3 ans. Ah, 3 ans, ça fait 3 ans, donc dans ma tête, ça faisait beaucoup plus longtemps, mais finalement non. Et donc, pour revenir un peu sur la communication qu'on doit avoir à la sortie d'une nouvelle licence, en l'occurrence, je crois, hein, vous me dites si je me trompe, qu'on doit faire appel à des professionnels de la communication, comme par exemple, c'est un exemple, mais des influenceurs. Et Promise Neverland, en l'occurrence, à son lancement, avait du coup plusieurs opérations de communication de ce genre. Marie Palot est ici présente. J'ai fait une escape game. Ouais, c'est ça, C'était exactement. incroyable. C'était quoi comme On a escape réussi à game? Qu'est-ce que sortir. tu avais dû faire ce jour-là? Honnêtement, les souvenirs sont brumeux. Moi, j'étais en mode perquisition. Hein. J'ai fracassé la pièce. Il y en a, ils sont méthodiques. Tu sais, ils sortent les petits indices. Non, moi, j'ai tout renversé. Mais on est sorti dans les temps. Et c'était super chouette de voir toute la campagne qui avait été faite justement pour pousser le titre. Et puis après, il y avait une soirée presse avec plein d'invités, des journalistes, etc. C'était vraiment très, très chouette, très bien fait. Effectivement, la presse aussi est là pour communiquer sur les titres. Valentin, tu peux nous parler un petit peu du coup de comment tu as vécu le lancement de Promise Neverland? Est-ce que donc tu étais à la soirée presse? Si a priori il y avait une soirée presse, c'était comment Ouais, tout j'étais ça? donc cette soirée, elle était super cool, hein. Ils avaient loué un manoir et mis les petits plats dans Ah les grands. oui! Il y avait, Ah il y ouais, avait c'était trois salons avec des jeux dans chacun des salons. Pour le petit moment de se la péter, j'ai gagné un des jeux avec mon acolyte Clément Leduc. Donc voilà, hein, on était très très fort. C'est un titre qu'on suit. Nous aussi, on fait notre propre veille avec nos divers insiders et tout ça. J'avais été en plus briefé par l'éditeur japonais avant qui avait dit surveille bien ce titre, ça va être très très fort. Et mon plus gros problème dessus, c'est nous, on essaye d'être prescripteur auprès du grand public. Mon plus gros problème sur Promise Neverland, c'est pendant les 6 premiers tomes, tu as cliffhanger à chaque chapitre. Comment tu racontes l'histoire de Promise Neverland en disant que c'est vraiment génial sans gâcher la fin du premier chapitre? C'est vraiment super compliqué. Je me suis pris la tête, mais pendant des jours à refaire, j'ai dû faire une dizaine de résumés différents, de Promise Neverland pour dire: «OK, alors comme ça, est-ce que ça vend assez bien? Est-ce qu'on gâche pas ce premier petit twist?» Alors là, maintenant, le manga est terminé, donc on peut le dire et puis de toute façon on a vu des images, que l'orphelinat cache un secret, mais voilà, mais dans la première fois où on essaye de teaser, d'expliquer cette histoire, on peut pas gâcher ce premier twist. Parce que ce premier twist fait que si on lit le premier chapitre, ben, on est accro à la fin de ça, on s'y attend pas et on est super heureux quand on est dans la presse et qu'on doit défendre des titres qui sortent des carcans qu'on voit déjà. J'ai envie de dire, c'est plus difficile aujourd'hui de défendre un shonen neketsu parce que, ce qu'on va dire, bah, voilà, bah, c'est le héros, il doit, vaincre le mal, il doit, retrouver son père, il doit, se trouver lui-même, et puis il va y avoir un groupe de 5 et puis, va y avoir un tournoi, et puis machin. Donc quand on est sur des trucs hyper codifiés comme ça, c'est un peu plus chiant pour nous de dire en quoi ça se démarque vraiment et c'est pour ça que des titres comme Promise Neverland, c'est du pain béni, pour nous, en dehors de la difficulté de raconter, de donner envie sans divulgacher, quoi. C'est vrai que dès le premier chapitre, il y a une grosse révélation. C'est compliqué de Alors, il y a des gens dans le Ouais. chat qui n'ont jamais vu la série, qui sont curieux du coup. Je tiens à dire que à la fin de cette soirée, vous pourrez regarder le premier épisode de la saison 1 et vous faire votre propre avis. Donc vraiment, restez jusqu'à la fin. Et à mon sens, le meilleur de tous les épisodes. Ah ouais, il est Le number incroyable. one. Il est Magnifique, incroyable. des frissons et tout. Surtout même si on connaît l'œuvre, c'est un plaisir de regarder ce premier épisode, d'autant plus. Et donc, Valentin, excusez-moi, je m'emmêle les pinceaux. Valentin, je suis un peu surprise. Tu disais que tu connaissais aussi les éditeurs japonais. Tu es un journaliste privilégié ou c'est Ouais, alors, normal? bah oui, alors, Je- très, très, très privilégié. Déjà, j'ai la chance d'avoir des amis qui habitent à Tokyo. Donc, avant cette année pandémie, j'allais 2 fois par an au Japon, ce qui me permettait Je suis de jalouse. demander des Ouais. créneaux. Ah là là. Voilà, bah, Oui. Non, c'est un pardon. budget, on investit ses congés. Bien sûr, ça, le boulot paye pas cette partie-là. On en profite pour prendre des rendez-vous pour faire des interviews sur place.
parce que en dehors de quelques grands salons, c'est assez rare que des mangaka viennent en France. C'est encore mieux en plus quand on est le seul à aller là-bas, parce que ça va faire une interview un peu exclusive, qu'on peut avoir aussi en amont. Des fois, j'ai eu des interviews 1 an et demi avant la sortie d'un titre. Donc vous en avez parlé tout à l'heure, des fois il y a des titres qui attendent, mais quand tu sais qu'il va être acheté, que tu es au Japon, bah, tu connais l'éditeur et tu dis l'interview et t'attends. Donc tu es là, tu dis, Donc, il y a un des fois, titre tu as des super. interviews pendant 2 ans en stock jusqu'au moment où ah bon, ça y est, c'est annoncé, je peux lancer l'interview. Donc là, Vraiment. par Tout à exemple, fait. si ça se trouve, tu as des interviews pendant 1 an. Mais ouais, Il est dans le tu futur. as Là, des j'ai des interviews petits en trucs stock qui là? attendent. J'ai des petits trucs Ah qui attendent Un petit indice. et voilà. Bah, c'est pas du crunchy, donc donc c'est peut-être pas le Ah, moment Pas ça aurait pu être du d'indice. casé, ça aurait pu être du casé. d'en parler, mais non, il y a un titre chez la Shogakukan, un gros titre de fantasy qui va arriver dans plusieurs années en France Ah ouais, et dans qui attend. plusieurs années. Ah ouais, Mais parce que la vache. sur les grosses séries, il faut les sortir tout de suite, mais sur d'autres qui n'ont pas forcément, déjà qui sont pas hebdo, il faut attendre qu'il y ait suffisamment de Ah, mais volume. oui, Parce qu'en d'accord. France, on a un problème, mais Mickaël en parlera probablement mieux que moi. On a un problème sur les séries un peu longues, ce qu'on appelle le décrochage. C'est Ouais. super si on vend 100 000 exemplaires du premier tome, mais quand on arrive au 20e tome, bah, les gens ont décroché pour plein de raisons, hein. Soit ils n'ont pas l'argent pour acheter tous les mois, soit ils sont mis sur les nouvelles séries qui viennent, et donc ces nouvelles séries se mettent en concurrence de cette ancienne série. C'est pour ça qu'en général, les éditeurs impriment moins du 20e tome que du premier tome, et c'est aussi pour ça que les margoulins achètent les derniers tomes et les mettent après sur eBay à 14 fois leur prix, comme Ouais. on peut le voir sur les derniers volumes de Dragon Quest ou d'autres séries qui n'ont pas été rééditées depuis, quoi. Donc Oui, c'est il y a tout ça à prendre en compte, et donc les éditeurs essayent d'avoir assez de choses en réserve. Et donc, comme disait Jérôme tout à l'heure, bah, le marketing sur Promise Neverland, ils avaient fait plein d'actions, hein. Il y avait des affiches dans le métro, il y avait des bus. Je crois que c'était la première fois que Kazé mettait Ouais. des publicités dans les bus. Il y a eu le lancement de Rediscover aussi, avec la première fois des couvertures dessinées par d'autres artistes que les artistes oui, japonais. c'est vrai. Alors C'est la quand même première aussi un truc. couverture, c'était ah, j'ai plus son nom. C'est Mais Benjamin Lacombe effectivement, qui a fait, oui, voilà, Benjamin c'est Lacombe. ça. celle de Promise Très beau. Neverland. C'est un truc assez fou. Et maintenant, ça s'est démocratisé. On voit des couvertures exclusives. My Hero Academia, par exemple, fait des variantes comme sur le comics. Et donc, il y avait tout ça. Et on ne peut pas sortir 50 titres par mois. En France, Pika est l'éditeur qui sort le plus de titres par mois. Et ils sont Le une journaliste, il grosse a tous les maison. chiffres, c'est C'est incroyable. hallucinant. C'était Et, incroyable, Valentin. Incroyable. bah, ouais, bah, c'est mon métier. J'ai envie Il va te dire ce j'ai que tu as envie de dire. mangé ce matin parce qu'il a des sources. Il a des sources, il sait. Voilà. C'est pas Mais c'est donc, fou. Oui. tout ça fait qu'on ne peut pas sortir tous les trucs en même temps. Et puis des fois, si on veut dire ça, c'est le manga de suspense à suivre, ben, on va pas sortir son propre concurrent tout de suite. Mais on peut l'avoir sécurisé pour prendre le relais plus tard. Putain, c'est Effectivement. Alors là, on vous dévoile les coulisses, hein. Les c'est coulisses incroyable. des Non, mais on coulisses. n'y pense pas à ça. Ah mais on n'y Nous, pense on pas est du tout. égoïste. On se dit, attends, mais c'est sorti il y a 1 an. Pourquoi c'est pas chez nous? Pour tout ça. Pour Parce toutes ces qu'en raisons. plus, en vrai, tu sais, on rigole et tout, mais pas du tout, hein. Dans Manga Sûr, la question s'est réellement posée. Ah oui, mais bien Il y a eu sûr. débat. Comment est-ce que c'est possible qu'on n'ait pas déjà ça chez nous? Et ben, en fait, il y a tout un process en interne, mais qui est très complexe, très complexe, et qui implique énormément de gens. Et ça permet On de peut, prendre conscience de tout ça. Oui. on peut rajouter des Ouais. petites infos aussi, parce que donc, tout à l'heure, Pierre a parlé du processus de comment Kazé faisait une offre pour acheter un titre, mais après, ça Oui. dépend aussi des éditeurs japonais. Il y a des éditeurs japonais qui acceptent de recevoir des offres n'importe quand, et il y a d'autres éditeurs où c'est tous les 3 mois. Par exemple, Ah, Shogakukan, c'est tous les 3 mois, ils ont une session entre eux où ils disent, OK, bon, alors on va regarder qui nous a demandé les droits de quel manga, et voilà. Et c'est un peu aussi des enchères inversées, surtout sur les gros titres. Comme je prends l'exemple de My Hero Academia. My Hero Academia que tout le monde a essayé d'acheter. Et ben, Shueisha, ils ont dit OK, à la fin, les 2 meilleures offres, que ça soit financière, mais aussi sur la proposition de marketing, tout ce qui va autour, ils les préviennent, vous êtes les 2 meilleures offres. Maintenant, on va vous départager, on vous laisse X semaines pour améliorer votre offre et vous nous apporter des précisions. Et voilà, donc il y a tout ça aussi qui peut prendre du temps. Sur certaines séries, c'est arrivé que les Japonais mettent plus d'1 an à répondre à l'ensemble des propositions, soit pour faire T'attends monter les un an. enchères, soit pour d'autres choses, quoi.
Ah Ah, oui. il y Imagine, a de toi, la tu es l'éditeur patience. français, tu es obligé de garder en plus l'argent que tu as fait pour cette série. Donc, tu peux pas t'engager sur d'autres séries en disant, bah, si j'ai Et tu promis laisses de... peut-être passer d'autres titres, en attendant, quoi. Bah, c'est compliqué. Les validations avec le Japon sont pas faciles. Et là, je parle On que de la connaît. partie achat de droits. Mais toutes les jaquettes que Clémence fait doivent partir au Japon pour dire OK, ça vous va, vous pouvez mettre le petit J'allais tampon dire, est-ce s'il vous que plaît. voilà, le travail de Clémence, et même Jérôme au niveau du marketing, ça rentre en jeu dans les enchères? Vraiment tout le monde vend sa sauce, En quoi? tout cas, il y a validation pour chaque petit détail tout le temps. Et ça prend du temps aussi, non, Clémence? Les validations du Japon. Alors moi, comment dire? On envoie tous les produits qui sont réalisés sont envoyés en appro au Japon. Alors ça peut varier, ça peut aller. En général, on leur donne 15 jours pour nous valider quelque chose. Mais ça peut arriver le lendemain, comme ça peut arriver un mois plus tard. Et donc, par exemple, tout à l'heure, justement, Valentin nous parlait du fait que Promise Neverland était donc une des premières séries sur lesquelles il y a eu toute une communication, du coup, dans la rue, sur des panneaux publicitaires, etc. Donc, c'est également des conceptions que tu as créées, Clémence. Et donc, comment ça a été mis en place après avec justement Jérôme, donc directeur du marketing? Comment on organise ça? En fait, si tu veux, ça vient bien en amont du travail de Clémence. Quand on réfléchit à une campagne marketing, on réfléchit déjà, comme disait Valentin, dès l'acquisition. C'est un des éléments d'une offre quand on fait de l'achat de droits. Le plan marketing est un élément et qui devient de plus en plus fondamental quand on veut un titre auprès d'un éditeur japonais. Ensuite, de cette stratégie, en découle le concept même du plan marketing et ensuite chaque action qui s'intègre dans la stratégie marketing. Et pour The Promised Neverland, comme vous l'avez dit au début, c'est vrai qu'on est sur un titre qui est très grand public, qui pouvait parler à beaucoup de personnes. Et nous, chez Kazé, c'est le premier titre qui a parlé à autant de personnes. On avait, pour la première fois dans notre catalogue, un titre et des gens sur les réseaux sociaux qui nous postaient des messages en disant « J'ai fait découvrir ça à ma mère, à ma sœur, à mon frère, à mon père, et ils adorent ». Chose qui n'était jamais arrivée avant dans notre catalogue, où on était, même si on avait des titres grand public, on restait quand même dans un cœur de cible manga. Donc là, ça nous a permis de prévoir des actions marketing plus larges, et notamment ce qu'on a vu là à l'écran, des affiches de street marketing qu'on a, vous voyez souvent quand vous allez dans la rue, des affiches pour de la mode, pour ce genre de choses. Eh bien, on l'a fait sur The Promised Neverland. Évidemment, c'est de la notoriété pure. On n'attend rien ensuite derrière, mais ça fait grossir le reach de cette campagne-là pour toucher un public différent. Et le but ensuite, c'est que tous ces éléments-là, que ce soit street marketing, mais que ce soit aussi sur nos réseaux sociaux, que ce soit notre travail avec les influenceurs, les créateurs de contenu, parce qu'on a fait beaucoup d'efforts sur cette partie-là aussi de marketing. Tout ça converge vers le point de vente, qu'il soit digital ou qu'il soit physique, pour justement qu'on mette en avant les séries en point de vente, et ça on pourra en parler avec Michael du Renard Doré juste après, justement, mais oui. justement sur les PLV, sur la mise en avant, parce que comme disait Valentin, il y a une production qui est assez importante. Tout l'intérêt, c'est de faire sortir le titre de la production actuelle. Et du coup, alors la communication dans la rue, ok. La communication en librairie, comment ça se passe? Alors, Clémence nous parlait à l'instant des PLV. Est-ce qu'il y a que des PLV? Est-ce qu'on met en place des événements? Michael, en tout cas, du Renard Doré, je sais que c'est quelqu'un d'extrêmement investi à ce niveau-là. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, Michael? Bien sûr. Alors c'est vrai que lorsqu'on a une licence comme The Promised Neverland, on se dit que il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose pour une principale bonne raison, c'est que lorsqu'on est spécialisé manga, les événements, en fait, c'est un peu compliqué parce que par rapport à des librairies BD qui peuvent recevoir constamment des auteurs, on a des dédicaces hebdomadaires dans les librairies BD. Et ben nous, c'est un peu plus difficile parce que les auteurs, ils sortent pas souvent du Japon et on peut pas attendre, en tout cas de l'auteur ou des maisons d'édition, même si elles le font et si on arrive à créer des choses avec elles, de proposer des événements puisque, ben,
c'est pas accessible. Donc en fait, c'est à nous de pouvoir être force de proposition. Et nous, c'est vrai qu'on a créé des escape games. Alors c'est marrant, je regardais un petit peu avant de venir. Le Japon avait proposé un escape game. Je crois qu'il y a eu un premier escape game au Japon en mars 2019. Et nous, on l'a fait un mois avant. Alors non pas Oh! pour devancer ou quoi que ce soit, parce que les Japonais l'avaient annoncé bien avant. Mais en fait, c'est quelque chose qu'on avait envie de faire parce que une série comme Promise Neverland, qui a un imaginaire aussi riche, défini, avec une envie de se projeter sur des personnages qui vont être le reflet de nos propres angoisses, on s'est dit que c'est complètement adaptable. Et la grande nouveauté, c'était de le faire en librairie. Alors là, je relisais un petit peu ce qu'on avait fait, mais je me suis dit, mais à l'époque, j'étais un grand malade. On avait demandé aux gens leur date de naissance et leur nom pour essayer de composer un numéro qui correspondait à une énigme à déchiffrer. J'avais passé une nuit à créer des numéros pour 50 personnes. Incroyable. C'était complètement extraordinaire parce que c'était un moment, je pense que les personnes qui ont participé aux premières soirées ou même aux soirées qu'on suivi ont passé un moment assez fou. On s'imaginait pas, moi-même, alors que c'est moi qui ai proposé, passer un moment aussi fou autour d'une licence en librairie. Mais le défi, c'était vraiment de se dire, voilà, on a une licence qui fonctionne. Je crois que l'animé avait été annoncé, le premier épisode est sorti, je crois, sur une autre plateforme en janvier et Mais chez Kazé, il y a le DVD et le Blu-ray de la première voilà, saison. exactement. Et on s'est dit, ben, voilà, il y a quelque chose. Tu disais tout à l'heure, comment on sent le potentiel d'une série. Effectivement, on parlait de, c'est Valentin qui disait, il y a le décrochage, le fameux décrochage. Et alors moi, j'ai ouvert 15 jours après la sortie du premier tome de Promise Neverland, donc je n'ai pas vu vraiment ce premier effet tout de suite. Mais ce que j'ai pu observer sur les 3 ans, c'est que c'est une série qui, à chaque tome, a gagné des lecteurs. Et ça, c'était assez extraordinaire pour moi qui n'avais une expérience de libraire que depuis peu, de voir une série qui, en 3 ans, gagne à chaque fois du lectorat, où on se dit: «Mince, il faut que je commande plus, il faut que je commande plus», parce qu'en fait, t'es sold out au bout de 2 jours et c'est pas possible, tu peux pas faire ça, tu peux pas laisser des gens un samedi sans Promise Neverland pour le week-end alors qu'il est sorti le mercredi, c'est ta C'est inhumain. responsabilité. C'est inhumain de les laisser, surtout qu'avec le système à la fin de chaque tome des cliffhangers, c'était assez énorme, donc tu peux pas faire ça. Et donc ouais, nous, c'était notre boulot en librairie. On a besoin, pour lutter effectivement contre le décrochage, pour lutter contre le fait qu'il y ait pas énormément d'activités, en tout cas d'événements possibles et pour lutter aussi, contre, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est vrai que le piratage aussi, on a Le besoin de lutter piratage, contre ça. totalement. Voilà, on a besoin, de créer de l'expérience en librairie et puis, enfin voilà, c'est, toi-même Caroline, tu as participé à un escape game avec nous et en fait Est-ce que j'ai ça gagné? Je sais Elle se eh ben souvient plus. eh ben, je me souviens que Sora a gagné, mais je me souviens plus si tu étais dans l'équipe de Sora ou pas. Non, je l'ai pas fait le soir où Ouais. Sora était là, mais je crois que je suis arrivée 2e, je me souviens, donc j'ai pas Mauvaise gagné. équipe, Caro. Mauvaise équipe. Pourtant, c'était des bons, hein, c'était des winners que j'ai repérés dans la seconde où je suis arrivée dans la librairie, mais j'ai je sais pas. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est très Mais cool de faire des escape games. Mais du coup, pour en revenir effectivement à tout ce travail que tu mets en place directement avec le lecteur, qui est là, qui est présent, tu es là, tu le conseilles. Ah oui, effectivement. Mais c'est pas chez nous, hein, a priori. On entend, ça repique Il y a un écho, ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas d'écouteurs, hein? Qui nous C'est écoute moi. sur des Mickaël. enceintes? Oh! Mais c'est Mickaël. J'essaie de baisser le son au maximum. Ça Sinon, fait quand tu bizarre de parles, toi, appuie m'écouter. sur l'icône Oh! micro. Voilà. Ah, et voilà, le miracle a Ça y est, opéré. On ne super. m'entend plus 4 fois. Tout va bien. Mais du coup, oui, pour revenir à ce que tu disais, je trouvais ça hyper intéressant par rapport au décrochage qui a déjà été évoqué effectivement tout à l'heure. Donc toi, tu peux être finalement acteur à ce niveau-là et intervenir pour conseiller, dire aux gens du coup plutôt oui, plutôt non par rapport à ce qu'on vient te dire. Bah, je pense que c'est très important, surtout dans un moment où il y a une richesse éditoriale qui est énorme. On est arrivé à un stade du marché du manga où il y a énormément, énormément, énormément de sorties. Et quand il y a des suites de séries, effectivement, les nouvelles séries peuvent prendre le pas sur les suites de séries parce qu'il y a tellement de choses à acheter que il y a des gens qui vont décrocher. Nous, par les événements et par le fait qu'une série va nous correspondre
par rapport au Renard Doré, enfin, évidemment, on propose toutes les séries qui sortent, mais on a des séries un peu fétiches. Il y a des séries qui vont nous correspondre aux libraires, correspondre à nos envies, correspondre à notre image. Et en fait, ces séries-là, c'est des séries sur lesquelles on va miser. Et Promise Neverland, c'est une série sur laquelle on a misé et on a voulu à chaque tome proposer l'événement qui fait que, ok, vous allez peut-être avoir envie d'arrêter, non, vous n'allez pas arrêter parce que nous, on n'a pas fini de vous en parler parce que c'est une série qui nous passionne. Et voilà. Après, c'est vraiment dans chaque librairie de manière un peu différente, hein. Nous, c'est vrai qu'on a une librairie où le shonen a une place peut-être à égalité avec les autres genres, où il y a des librairies qui sont quand même très axées shonen, et en fait, on s'est dit que il fallait pas qu'on laisse les gens décrocher de cette série-là, comme d'autres séries, donc on a proposé des événements, et c'est quelque chose qu'on fera tout le temps, parce que c'est quelque chose on se l'envie de le reprendre à partir de septembre, mais ça nous a manqué énormément. On a pu le faire en ligne, mais c'est vrai que c'était pas, c'était moins rigolo, même si c'était chouette quand même, mais on a besoin d'être force de proposition, je trouve, on a besoin à ce que les gens achètent en librairie, on a besoin que les gens continuent les séries, c'est notre défi quotidien. Alors, une question sur quelque chose d'un petit peu plus classique, parce que du coup, on est parti direct sur quelque chose d'assez particulier, hein. Il n'y a qu'au Renard Doré, je pense qu'il y a des escape games sur The Promised Neverland, mais par exemple, par rapport à ce qu'on peut retrouver de manière plus globale dans les librairies, voire même dans les équivalents Fnac, etc. C'est-à-dire des PLV, voilà, les PLV, donc qui sont un travail conjoint, je pense, entre Clémence, entre également Jérôme qui est avec nous, et du coup finalement les libraires, puisqu'il doit y avoir, j'imagine, des standards en termes de taille, ça peut avoir tout type de forme, donc c'est un peu une question globale pour tous les trois, mais du coup comment est-ce qu'on décide de créer une PLV, quel type de PLV, parce que je sais qu'il y a des espèces comme des grandes boîtes où on peut encastrer les mangas dedans, mais des fois ça peut être vraiment juste un perso. Qui prend les décisions, et sur Promise Neverland, comment ça s'est passé? Alors, en fait, les PLV, donc promotion sur lieu de vente, PLV, en gros, nous, je pense que chaque éditeur de manga a sa propre stratégie sur le lieu de vente. Nous, comment on fonctionne, c'est que en fonction de la mise en place d'un titre, donc la mise en place, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que avant la sortie, il y a des commerciaux, des forces de vente qui passent en librairie et qui viennent voir chaque libraire pour leur présenter les sorties dans 3 mois ou dans 4 mois. Et le libraire, en fonction de l'argumentaire, tu me dis si je me trompe, Michael, tu m'arrêtes quand tu veux, en fonction de l'argumentaire, il décide de la quantité de manga qu'il va recevoir au moment de la sortie pour chaque titre. Et en fonction de nos objectifs de vente, qui sont plus ou moins importants en fonction des séries, quand on a une série comme The Promised Neverland avec un très fort potentiel, on va faire une PLV. Pourquoi une PLV? Parce que, encore une fois, c'est ce qui va servir à mettre le plus en avant, à faire ressortir la série en librairie. Donc les PLV, comment on les conçoit? On en conçoit de 2 sortes. C'est soit elles contiennent des mangas, soit elles n'en contiennent pas. Si elles ne contiennent pas de mangas, c'est de la promotion, et la plupart du temps, on envoie ça en librairie avant la sortie pour justement faire un teasing. Et une fois que le livre est sorti, le manga est sorti, à ce moment-là, on fait une PLV qui contient les livres et qui va être travaillée d'une manière à ce qu'elle prenne le moins de place au sol. On sait que les librairies, et surtout les librairies spécialisées, elles ont peu de place. Donc tout l'intérêt, c'est de concevoir, et on a trouvé un standard maintenant, on utilise toujours le même chez Kazé, et tous les autres éditeurs ont leur propre standard qu'ils utilisent, qui prend le moins de place au sol pour pouvoir être affiché et exposé par le plus grand nombre. Et c'est important, je reviens juste sur la notion de décrochage, qui est très importante dans le marché, et très importante pour un éditeur, et encore plus pour le département marketing. Il y a 2 types de séries. Il y a des séries qui, effectivement, sont très fortes sur les premiers tomes et qui ensuite décroissent. Et tout le travail de l'éditeur et au marketing, ça va être de limiter le décrochage. Honnêtement, j'ai très rarement vu une série qui décroche et qui remonte. C'est la plupart du temps soit un animé qui vient tout changer, soit c'est très compliqué. Donc, nous, notre travail, c'est de limiter. Là, The Promised Neverland, à l'inverse, comme ce qui a été dit,
ça a progressé. Et donc là, le travail, c'est de dynamiser encore, d'accompagner et de se dire comment on va faire pour maximiser encore plus la portée du titre. Et c'est là où on a vu les visuels tout à l'heure, on a vu certains visuels de coffrets. On a parlé de coffrets, collector, etc. Et bien tout ça sont des produits qui sont exclusifs à la France, qui ne sont pas parus au Japon, qu'on travaille nous, où là où on a un vrai travail de recherche de plus produits à l'intérieur, de format, qu'est-ce qu'on met, de prix, de cible aussi, pour justement essayer encore une fois, d'être présent en librairie, de toucher un public différent, que ce soit au moment de Noël, que ce soit à certains moments clés de diffusion d'animés, ce genre de choses, pour élargir le public au maximum. Effectivement, bah, merci beaucoup. Comme on approche bientôt de la fin de cette table ronde, on va essayer de récupérer quelques questions de la part du chat et Ouais. bah, on en a déjà eu un petit peu. Tu en as vu passer Il toi, y en a Marie? pas mal, honnêtement, les gens parlaient justement des produits dérivés, du fait que des fois les stocks se retrouvaient très vite, Oui, apparemment, épuisés. des tomes, il y en a plus, c'est Ouais. compliqué, il y a plus de papier, hein, les papetiers, c'est compliqué en ce moment, vous le savez. Ça n'arrange rien, Non mais surtout par ouais, exemple, ouais. alors on va peut-être mettre le doigt dans Oh là, un truc, oh là. mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de l'animé, Oui. qui a pris peut-être des libertés, par rapport au Ah manga. oui. Est-ce que justement le fait qu'un animé, puisse faire décrocher l'audience, parce qu'ils sont déçus ou parce qu'ils s'attendaient à autre chose, est-ce que ça peut les ramener sur le manga? Parce que je sais que l'animé a réécrit assez librement, certaines parties. Est-ce que ça a ramené les gens sur le manga finalement? Moi, au global, quand on regarde les chiffres, etc., on voit pas d'impact ou assez faible l'impact de Ouais. l'animé de The Promised Neverland sur le manga. En règle générale, alors je dis pas que c'est le cas sur The Promised Neverland, mais en règle générale, quand un animé est pas très bon, les ventes du manga continuent à, Mmh. à vivre comme elles auraient vécu sans animé. Et quand un animé est très bon, à ce moment-là, on voit vraiment un impact et ça décolle. Mais il y a D'accord. rarement un animé, si tu veux, qui trouve pas son public, disons ça politiquement correct, Ouais. qui va ramener ensuite des gens sur le manga en se disant l'animé, j'ai pas vraiment aimé, je vais aller voir en manga. Ça Mmh. ça se fait pas vraiment. T'as Enfin, plus en D'accord. tout cas, l'effet je de l'ai pas vu. frustration. Je l'ai pas vu. Tu Ah. disais Valentin? T'as plus l'effet de frustration de quand un animé, parce que ça prend beaucoup de temps de faire une saison d'animé, quand une saison se termine et que le manga est en avance, tu as cet effet de frustration de on veut connaître la suite de l'histoire et on va Mmh. rusher sur le manga. C'est ce que Demon Effectivement. Slayer c'est ce dont Demon Slayer a profité parce que au final, si on regarde les excellents chiffres de vente qu'il y a eu au Japon, à la fin, bah, c'est surtout à partir du tome 6 que les gens ont acheté. Mmh. Donc il y a eu ce décollage. Le premier tome pour dire ok j'ai le premier et après du 6 à la suite quoi. C'était le cas en Corée du Sud, Oui, tu avais j'avais fait, évoqué une ça, chronique ouais. dessus, dans Mangasure, Effectivement. En effectivement. fait, le film Demon Slayer est sorti en Corée, dans un climat très, anti-Japon et les gens, ça a connu un succès incroyable. Les gens sont allés voir le film sans connaître le manga puisqu'il n'était pas, édité et au vu du succès, cinématographique, ils ont sorti le manga. Donc c'est encore une fois un autre schéma, quoi. Effectivement, c'est très différent. Mmh. On parlait du manga tout à l'heure qui, du coup, peut bénéficier, donc d'un nombre de lecteurs qui croît avec le temps. Est-ce qu'il y a eu un boom, des consommateurs de, Promised Neverland avec le fameux pass culture qui a été attribué il y Incroyable. a quelque temps et Qui est qui devenu donc, le pass manga, en voilà, fait, hein. littéralement le pass manga. Il y a eu du, Promised Neverland également qui en a bénéficié? On l'a senti? Ah bah là, je vais laisser répondre Michael parce qu'il est en première ligne. Mais nous, C'est clairement, au global, c'est exceptionnel. Donc, vas-y. C'est marrant parce que j'ai trouvé que le boom, en tout cas, du pass culture, nous, est venu sur des séries de fond que les gens ne pouvaient Ah! pas s'offrir. C'est-à-dire qu'il est sorti, je crois que le pass culture, ça a été genre une semaine après la fin de Promised Neverland. Et donc finalement, je dirais pas que Promised Neverland en a profité, mais surtout le fond. Je crois que je n'ai jamais eu autant de personnes qui m'ont demandé tous les tomes de EQ. Ça a été, Alors, Oh! IQ, non mais IQ, n'est-ce pas? excusez-moi, je voudrais juste mettre le doigt dessus. IQ, c'est une série qui était assez middle seller chez nous, qui on a imprimé en début d'année
avec nos historiques pour 1 an de vente, et il a été épuisé en 10 jours. Je n'ai pas compris ce qui s'est passé sur cette série, mais tant mieux, c'est super, ça trouve son public. C'est vrai qu'en Allemagne, c'est l'une des meilleures séries du marché. En France, elle n'avait pas trouvé encore son public, là, elle l'a trouvé. Mais après, nous, en tant qu'éditeurs, on prévoit nos tirages et nos stocks en fonction des historiques, et on ne peut pas prévoir ça, donc forcément, il y a des ruptures sur IQ. Je m'en excuse, mais ça arrive, je vous l'assure. Les gens attendent impatiemment apparemment certains tomes, hein, de ce que disait Marie tout à l'heure. Ouais. En voyant sur le chat, il y a des réclamations. Et le coffret. Effectivement, le coffret, bon, il y a des gens qui pleurent. Il y a des gens qui ont demandé si les coffrets collector, puisqu'il y en a eu 3 au total, et celui-là c'est le 3e, est-ce qu'on peut espérer un jour une réédition à un moment donné? Mais je pense que non, mais peut-être. Enfin, je sais pas. Je peux pas répondre vraiment Alors, pour eux en fait, hein, c'est plutôt vous. réédition, je pense pas. Peut-être autre chose. Mais pour le moment, comme c'est encore en appro au Japon, je peux pas trop vous en dire. Enfin, je peux pas vous en dire plus, mais il y a sans doute autre chose qui va arriver. Très bien, merci beaucoup. Une dernière question qui a été posée sur le chat, qu'on m'a fait remonter, à vous demander à chacun, quel est votre personnage préféré de The Promised Neverland? On va commencer par Clémence, qui est tout en haut. Moi, c'est Ray. J'aime bien les personnages, un peu les tsundere, donc. Ah Ouais. oui, les brins Ouais, ténébreux un peu voilà. aussi, du coup, fatalement. Logique. Et donc Jérôme, ton personnage préféré de The Promised Neverland? Eh ben moi c'est pareil, c'est Ray, et je trouve que c'est du trio celui qui n'a pas peur de se salir un peu les mains. Donc j'étais bien content. Je vois tout à fait ce que tu veux dire. Ah, on arrive à parler de l'œuvre sans Ouais. rien spoiler, hein, depuis tout à l'heure. C'est On est incroyable. impressionnant. Je suis épatée. Valentin, ton personnage préféré? Ben moi, c'est Emma, parce que, comme je disais tout à l'heure, j'aime les personnages originaux et on l'a vu nulle part ailleurs, un personnage comme Emma. En plus, une jeune héroïne qui est absolument pas sexualisée, ça me fait aussi plaisir, parce que C'est quand vrai, on est c'est dans la vrai. presse généraliste, on essaye aussi de casser les clichés. Toi, tout à l'heure, tu as dit le pass culture est devenu le pass manga. Il y a plein de gens qui ont dit qu'on trouvait une connotation négative à cette appellation. C'est absolument pas négatif, c'est un constat et c'est un constat bien heureux d'ailleurs de se dire, enfin en tout cas pour ceux qui comme nous tous ici défendent le manga depuis longtemps, donc on est là, yes. Pour nous c'était vraiment ouais, c'était un gros coup de win que ça soit le pass manga et pas autre chose d'abord quoi. Et donc on n'arrête pas d'essayer de faire progresser la cause du manga et ce genre d'héroïne qui est super intelligente mais à la fois naïve, empathique, sympathique, pas sexualisée. Pour moi, c'est du bonheur et elle est tellement facile à mettre en avant qu'elle aide à légitimer le titre à elle toute seule, quoi. Je partage ton point de vue. Totalement. Michael? Bah, moi, c'est maman. Je la trouve, Ah ouais? je la trouve extraordinaire et c'est un personnage qui a un background fantastique et du coup, j'en dirai pas plus, mais au moment où elle est là, au moment où on comprend tout ce personnage, son passé et son présent et son avenir aussi, qu'on va voir un petit peu pour ceux qui terminent la série, je trouve ça extraordinaire et c'est vraiment un chouette personnage avec beaucoup de fond et qui vraiment étonne. Ah, c'est beau ce que tu dis. Moi, pareil que lui, hein. Vraiment, Ah ouais? ouais. Alors qu'étonnamment, c'est pas Ah a ouais. priori le personnage qui va tout de suite. Ouais, tu te dis, oh, tendu Ouais, à la base. mais Ouais. elle inspire énormément de choses, effectivement. Donc, moi, pareil. Mon perso préféré. Et toi? Bah, moi, c'est Norman. Pourquoi Ah personne l'a ouais? cité? Je suis trop fan de Norman. Vraiment, c'est mon chouchou. C'est mon chouchou. Je l'aime beaucoup depuis le tout début. En fait, je pense que je l'aime bien parce il est très, il est à la fois innocent, mignon et en même temps très intelligent. Et Tellement malin. finalement, il va aller plus loin et au-delà pour, du coup, mettre, mettre à bien, ses petits camarades, de bien des façons. Et il va prendre beaucoup sur lui. Enfin, je sais pas, j'aime beaucoup. Mais globalement, voilà, on a tous nos persos préférés et c'est très bien. Ils sont tous très bien. Vraiment, les artistes qui ont créé l'œuvre, ils ont fait un super boulot. Voilà.
Vraiment. Du coup, on vous remercie pour votre temps. Merci beaucoup Clémence, merci beaucoup Jérôme, merci beaucoup Valentin et merci beaucoup également à Michael pour votre temps et toutes vos réponses et vos explications. On vous laisse du coup repartir chez vous, mais vous êtes déjà chez vous normalement. Alors, Bonne n'hésitez pas à vous soirée. attendre, c'est vrai. Merci à tous. Bonne soirée. Merci beaucoup, beaucoup. On va pouvoir du coup enchaîner, Marie, Oui. avec une discussion tout aussi intéressante, mais beaucoup plus chill. On aura donc Mathie, Shedley, Sora et Et Bulldop. Bulldop. Exactement. Et on fait un petit rappel, une fois de Oui, plus. bah, le gagnant en fait du jeu parce que je vois encore des chiffres qui pop de temps en temps. Voilà, j'ai des bonnes réponses. Voilà, non, vraiment le tirage au sort a été effectué. Bon, on a déjà le gagnant, il va être contacté après le festival, hein, donc après dimanche, a priori, tout le monde va être recontacté. Voilà, c'est le moment Voilà. où tout le monde va continuer à travailler durement, mais pour d'autres choses. On vous fait un petit rappel, je l'ai dit en tout début, c'est qu'il y aura un fanbook qui sortira le 27 octobre et il y a un 4e roman qui est prévu pour la même date. Donc si vous êtes fan de l'univers de The Promised Neverland, n'hésitez pas à aller checker auprès de votre libraire pour peut-être faire déjà une réservation. Je pense que ça s'envisage totalement. Et maintenant, on va du coup passer à notre deuxième partie de la soirée.